Bonus. Trax. Parmi les armes du 41e millénaire, il y en a qui reviennent très régulièrement. Bolter, tronçonneuse en tout genre et armes plasma en pagaille, sans oublier le Dreadnought. Mais au juste, c'est quoi un Dreadnought ? Est-ce que c'est un robot, un véhicule, une armure, une arme ? Eh bien, comme nous allons le voir dans ce nouvel épisode, c'est un peu tout ça à la fois. Oui, tout ça à la fois, et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider qui aujourd'hui s'offre un copain de taille puisqu'on va parler de le Dreadnought. Bonjour Raph également car tu es à bord du Land Rider une nouvelle fois. Comment ça va mon bon Raph ? Eh bien écoute, j'ai mis mon armure tactique Dreadnought, je suis prêt au combat. Très bien, très bien. Parlons du coup des Dreadnought. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous débarquez dans le hobby, si c'est votre premier Land Rider, ne vous inquiétez pas, on va passer en revue l'histoire de cette figurine à travers la gamme Warhammer 40 000. On va aussi parler de son lore, de son fluff, peu importe comment vous appelez ça. Mais là, on va se faire un petit plaisir et on va se demander, mon bon Raph, c'est quoi ton premier souvenir spécifiquement impliquant des Dreadnought ? Alors, le tout premier Dreadnought que j'ai vu de ma vie, c'était en illustration quand j'ai acheté, quand on m'a offert la boîte de la V3, il y avait le livre de règles à l'intérieur, et en feuilletant le livre de règles, vu qu'il y avait un état des lieux de toutes les figurines de chaque gamme, il y avait notamment les Space Marines, et il y avait le Dreadnought, je crois qu'il était même peint aux couleurs des... Les Ultramarines peut-être ? Des Ultramarines, tout à fait. Et c'était le Dread était en métal, mais le socle était en plastique. Et c'est pas encore le socle scénique, c'était juste le socle rond. C'est-à-dire c'est celui qui est arrivé après le Dread tout métal avec le socle carré, mais avant le Dread plastique avec le socle un peu scénique. Et voilà, en moins de 2 minutes, on a perdu tout le monde avec nos détails de nerd. Mais vous allez le voir, effectivement, les Dreadnought ont une vie absolument incroyable en termes de figues. Et du coup, Raph vient jamais de ne citer que 2 de ces modèles, de ces nombreux modèles. Et du coup, il t'a fait de l'effet, ce petit Dread Ultramarine là ? Bah en fait, je savais pas trop, parce que je découvrais vraiment l'univers, donc je savais pas ce que c'était, je savais pas comment ça s'inscrivait en fait dans l'univers même dans l'armée des Space Marines. Et il a fallu attendre que j'en voie un en vrai au Game Workshop de Strasbourg, en allant acheter de la peinture dans la vitrine pour la sortie du codex Armageddon. Il y avait donc les Black Templars des Space Marines qui étaient mis à l'honneur dans la vitrine, et la Force composait le flambant neuf Dreadnought plastique de l'époque du coup. Et là j'avoue que j'ai bien aimé. En fait, en le voyant dans le bouquin, j'étais sans plus. Et là, en le voyant en vrai, avec les proportions des figurines à côté, mis en manière un peu scénique. Souvent, à l'époque, ça faisait ça. Hein. On le dit souvent à bord du Land Rider. En fait, on a de moins en moins l'habitude de voir les nouvelles filles qui sortent à un rythme effréné arriver dans les boutiques. On a du mal à parfois saisir leur échelle, l'impact visuel qu'ils peuvent avoir en 3 dimensions. Et du coup, ça t'a fait un impact seulement à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et où j'ai réalisé vraiment que c'était pas un char, mais que c'était genre... Ouais, un espèce de gros méca comme ça. Enfin, de la manière avec mes yeux d'enfant, quoi. Je me disais, c'est un espèce de Gundam. Parce qu'à l'époque, je regardais Gundam Wing sur M6. Et du coup, ouais, vraiment... Comme les vrais, bien sûr. Voilà, j'ai eu ce petit moment de coup de cœur. Mais toi, mon petit Répu, c'était quoi ton premier contact avec un Dreadnought ? Je pense que le premier contact, c'est le même que le tien. Par contre, le contact qui m'a fait kiffer le Dread, c'est le Codex Space Marine, dans lequel il devait en avoir du coup la version plastique, ou peut-être non, déjà la version métal. Encore la version métal, c'est possible, parce que le codex de la V3 de Warhammer 40 000 à l'époque où nous on a commencé, il est très bizarre, en cela que moi quand je l'ai acheté, je crois que le Dreadnought en plastique existait, mais
celui qui était illustré dans le codex était encore en métal, c'était la version d'avant. Du coup, il était effectivement sur son socle carré, il était un peu plus chunky et je le trouvais sympa. J'ai souvenir que c'était une des premières figues ultramarines que j'ai vu avec des détails un peu rouges, genre les mains du point pas du point tronçonneur, du point énergétique ouais. étaient rouges, les doigts entre guillemets. Et je trouvais ça assez sympa de ramener du rouge aussi, le pourtour du sarcophage. Et je sais que ça m'a pas mal incité ensuite à faire la 3e compagnie ultramarine dans un second temps, en peignant justement les bordures rouges, etc. Et j'aimais beaucoup cette figue-là, et surtout tout le lore dont on va reparler en long, en large et en travers. Et je sais que j'ai fait un dessin à l'époque, et du coup j'étais au collège, d'un dread, et j'avais marqué un truc du style déluge de feu et de fer, et après j'avais fait un logo, tu vois, genre comme si c'était un film, et j'avais demandé à mon père qui avait un truc, tu sais, pour plastifier les feuilles, oui. et du coup je lui avais dit mon dessin je l'aime trop, est-ce que tu peux le plastifier? Il était archi moche sans doute, et je l'ai eu sur ma porte de préadolescent pendant longtemps, et donc effectivement en couleur des ultramarines, en bleu et en rouge. Donc voilà, un espèce de gros coup de cœur pour le point énergétique d'un côté, et aussi ce canon d'assaut qui me faisait pas mal d'effets. Mais on va reparler de bien des variantes qui ensuite ont renforcé mon amour pour les dreads et qui nous incitent, à l'initiative d'Hector, dont on va reparler également lors de la section courrier des lecteurs, à parler aujourd'hui de cette machine de guerre assez emblématique. Mais revenons d'abord, Raph, à l'origine. Est-ce que tu sais d'où vient le terme Dreadnought? Alors, il me semble que c'est un terme militaire qui est lié à la marine britannique, donc de nos amis de la perfide Albion. Et c'était un nom donné à un navire, à un bateau. C'est ça. Ouais, le HMS Dreadnought, qui est sorti du coup en 1906 des chantiers navals, et qui deviendra une catégorie à part de cuirassés dans cette période-là, début du siècle, pour la simple et bonne raison que en fait il va faire date. C'est un truc assez résistant, donc costaud et punchy, et en fait ça va devenir une catégorie à part, tout simplement. Ça va créer un précédent pour pas mal de navires, et donc en fait le nom du navire va devenir synonyme plutôt de classe ou de sous-classe pour un certain nombre de bateaux. Et tout ça nous vient d'une expression britannique, bien sûr, raccourci, which dreads naught, donc on peut dire sans peur ou qui ne redoute rien, pardon. Et voilà, donc raccourci ça donne dreadnought, et on a le terme qui donnera son nom aux marcheurs Space Marine à l'origine, mais pas seulement, mon bon Raph. Tout à fait, puisque au début de Warhammer 40 000, les noms étaient beaucoup moins copyrightés entre guillemets qu'ils le sont aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que Game Workshop se servait allègrement dans des noms plus communs pour nommer tout un tas de choses, et le terme Dreadnought était en fait un peu le terme générique de tous les marcheurs de toutes les factions en fait. On avait un Dreadnought Eldar, un Dreadnought du Chaos, un Dreadnought Orc, etc. C'était vraiment, ils avaient, dès qu'il y avait un marcheur dans une armée, il s'appelait Dreadnought de la faction. Ouais, tout à fait. Et certains d'ailleurs ont un petit peu survécu à travers les âges, même sous d'autres noms, puisqu'effectivement les Eldar c'est le Seigneur Fantôme maintenant. Pour les Orcs on entend encore Death Dread, donc Dread eux de la mort, ils ont gardé un petit morceau du terme, mais c'est vrai qu'effectivement à l'époque, on n'est pas surpris, c'est l'époque de Space Orc, Space Hells, il n'y a pas encore forcément tous les termes établis, c'est Rogue Trader, on est sur la fin des années 80 et on s'en bat un tout petit peu les couilles. Et le Méta Brutus pour le chaos, bien évidemment. Et oui, bien sûr. Du coup, à cette époque-là de Rogue Trader, on a les tout premiers Dreadnought qui sont les Imperial Dreadnought. Il y a 3 modèles qui sont surnommés par la communauté alors Chuck, Eddie et Fury, qui en fait sont des surnoms en hommage à leur classe, parce que ils sont présentés dans un catalogue avec les termes suivants, parce que en fait c'est vraiment 3 modèles dans la même boîte. J'ai dit boîte, vous pouvez donc boire un petit coup, mais ces modèles sont le Contemptor, le Deredeo et le Furibundus, je crois. Et du coup on n'a pas du tout le look qu'on leur connaît aujourd'hui, mais les noms, normalement, devraient vous dire quelque chose, et on en reparlera. Et bien sûr, ce modèle n'a à peu près rien à voir, comme beaucoup des modèles de l'époque, avec ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, il est semi-humanoïde, il se tient un peu rabougri sur lui-même, c'est très étrange, on dirait presque un fauteuil avec des pattes. On vous postera quelques photos sur nos réseaux sociaux. Mais bref, voilà, faut pas s'attendre vraiment à ce qu'on connaît, même si
Et ben à l'époque, la première variante du KO, elle est basée sur l'un de ces 3 modèles. Elle a une pince, elle est un peu chelou, elle est encore plus étrange dans ses proportions parce qu'elle est mutée par les énergies du Warp. Mais c'est assez marrant de se dire que ce modèle a quand même déjà été décliné quasiment au tout début de Warhammer 40 000. Dès que le KO arrive, ils ont un Dreadnought du KO qui est bien évidemment basé sur le modèle impérial, qui ne va pas rester très longtemps en service. Effectivement, parce que Space Marine et Space Crusade, donc le format épique d'un côté et un dérivé de Warhammer 40 000 mais en jeu de société, jeu de plateau, vont changer leur look. En fait, les loyalistes vont ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui comme les Contemptors. Donc ils ont une forme beaucoup plus humanoïde, pendant que les renégats, ils vont ressembler beaucoup plus à des mechas, voire à des titans Warhound. En fait, ce sont surtout des copies du ED900 de la fin de Robocop pour les amateurs de Verhoeven, parce que c'est 100% ce look-là, avec le bassin un petit peu en arrière, les pattes également aussi plutôt à l'arrière du véhicule, et les bras avec bien en avant, et cette tête un peu allongée. Qu'est-ce que tu pensais de ces looks-là, Contemptor, et la version du KO qui elle, a tenu quelques années? Moi je trouvais... Alors, clairement, on voyait l'inspiration. Après, ça avait un petit côté old school sympa. C'est vrai que par contre, quand on les revoit aujourd'hui, ça fait un peu peur, au sens se dire waouh, on part de loin quand même. Et après, moi, ce que je trouve toujours amusant, c'est un peu plus tard, mais on va dire entre 5 à 10 ans plus tard, sortait StarCraft, premier du nom, avec le Goliath Terran. Et en fait, le Goliath Terran, il est lui-même extrêmement inspiré de cette version-là du Dreadnought. Ouais. Alors, l'œuf, la poule, c'est toujours pareil entre Blizzard et Games Workshop, mais c'est vrai qu'effectivement, maintenant que tu le dis, il ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau, quoi. Donc, méfiez-vous, mais bon, encore une fois, on est dans les années 80 et même les années 90. C'est le Far West à l'époque, hein. On se copie tous les uns les autres. La propriété intellectuelle, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, et elle n'appartient pas forcément à des giga-corporations qui ont des armées d'avocats prêtes à vous tomber dessus. Et du coup, l'esthétique, elle peut changer aussi. Ça qui est assez intéressant, c'est que vu que c'est pas tellement non plus définitif, ça évolue et ça va continuer d'évoluer jusqu'en 95 avec la V2 et du coup le codex ultramarine dans un premier temps qui va nous faire découvrir le Dreadnought tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est le Dreadnought dont on va reparler tout à l'heure, mais je crois que le terme c'est Castra Ferrum. Donc c'est vraiment le côté boîte de conserve, le sarcophage au milieu et vraiment ces formes un peu cubiques et pour le coup moins humanoïdes, même si on reviendra ensuite à cette forme humanoïde dans les années 2000 à l'origine pour le jeu de cartes Horus Heresy, le jeu de cartes qui a propulsé non seulement les bouquins dans une sphère complètement démentielle et un nombre de tomes qu'on leur connaît aujourd'hui, mais qui a aussi entraîné finalement la création de plusieurs jeux de figurines dans ce setting-là, dans ce contexte, dans ce préquel de Warhammer 40 000. Et effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'époque, les mecs qui bossent sur le jeu de cartes se disent « Ah, faudrait qu'on montre que les formes de Dreadnought, si elles ont 10 000 ans, elles ont peut-être un peu changé, elles ont peut-être un peu évolué, comment on fait ?» Et à ce moment-là, le studio a la bonne idée de ramener des designs qui avaient été changés, donc souvent les designs de Rogue Trader, en disant en fait ces designs Rogue Trader, ça deviendra les designs de l'Horus Heresy. Donc c'est le cas pour les Dreadnought, donc le design oublié du Contemptor qu'on voyait par exemple à Epic avec Space Marine va devenir le Dreadnought pré-hérésie un peu typique, et c'est aussi le cas par exemple du Land Rider, celui de Rogue Trader avec c'est vraiment sa forme un peu particulière. Avec ces espèces de formes avec en triangle. Avec les 4 canons sur le côté décalés là. Et va devenir du coup le visage de ce char là dans le préquel de 40 000. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Là on est déjà un peu plus dans la logique habituelle à laquelle effectivement Games Workshop nous a habitués, en tout cas avec cette idée qu'un vieux design peut ressurgir le temps d'une refonte et devenir un petit peu à nouveau le visage de telle ou telle unité. Ça c'est plutôt très cool, et ça va expliquer aussi pourquoi dans ce podcast on va citer énormément de variantes. Et à vrai dire, on fera un petit peu le compte sur la fin du podcast, mais je crois que de tête, je sais pas s'il y a une unité en dehors, par exemple si on devait considérer toutes les unités de Space Marine avec Airbolter comme une unité, bien sûr ce sont eux qui gagnent largement et très haut la main, mais derrière cette exception-là,
Je pense que le Dread, c'est une des machines de guerre, un des véhicules qui est finalement les plus connus et les plus populaires et les plus diversifiés en fait de toute l'histoire de Warhammer 40 000 en termes de figues, mais aussi en termes de lore. Juste derrière le lieutenant primaris, bien évidemment. Exactement. Et ça, c'est cool. Ça explique peut-être pourquoi ils sont encore là, pourquoi ils sont aussi emblématiques, aussi iconiques, pour utiliser un peu le terme à la mode. Et on va vous présenter, bien sûr, toutes ces différentes variantes. Mais avant ça, un petit point général sur ce qu'est un Dreadnought. Parce que, on vous l'a dit, si vous connaissez rien au lore de Warhammer 40 000, c'est le moment de briller en société avec ce que va nous dire Raph là-dessus. Tout à fait. Donc le Dreadnought, c'est pas un robot comme on a pu le croire ou comme on pourrait le supposer quand on en voit un. C'est pas non plus une intelligence artificielle ou un automata. C'est littéralement une armure ou un sarcophage très très augmenté. Puisque en fait, à l'intérieur du Dreadnought, vous avez un Space Marine au seuil de la mort. Y a un proverbe Space Marine qui dit que seule la mort met fin au devoir. Et ben c'est au sens très littéral du terme. Quand un héros du chapitre Space Marine, particulièrement illustre, on va dire, est tellement blessé qu'il est plus ou moins encore en vie, mais il a plus de jambes, plus de bras, donc il peut plus vraiment prendre part au combat. Quelle est la solution ? Eh bien, on l'enchasse dans une de ses armures. Ça lui permet de continuer à combattre et à vivre dans ce sarcophage. Par contre, il faut savoir que c'est pas un sort super enviable. Non, clairement, ça fait un peu flipper, et de manière générale, dans le fluff, maintenant qu'il a été un peu reconstruit au fur et à mesure des éditions et des différents jeux, on sait qu'en fait, à l'origine, la technologie des Dreadnought, elle est ancienne, elle est plus ancienne que les armures énergétiques standards, donc faut vraiment vous imaginer un petit peu ça comme une espèce de panoplie, d'une gamme à part entière pour équiper les armées d'alors, c'est-à-dire qu'on a l'armure énergétique, on a l'armure Terminator et on a l'armure Dreadnought, et on va du coup de la plus petite à la plus grosse. C'est un produit du Moyen-Âge technologique qui était déjà utilisé dans les guerres d'unification de l'Empereur sur Terra, à l'époque où l'Imperium, en gros l'humanité n'était pas unifiée. Et du coup, déjà, les Dreadnought étaient pilotés par des humains. Alors par contre, c'était de simples humains, connectés comme les Space Marines, d'ailleurs, à la machine par tout un tas de senseurs. Ils étaient végétaient dans une espèce de gelée. Ils avaient plein de câbles partout dans la tronche. C'est quelque chose de beaucoup plus invasif, du coup, qu'une armure classique, ou même qu'une armure Terminator. Et parfois, on nous dit dans le lore qu'il était super difficile de retirer le pilote d'un point de vue technique, mais surtout d'un point de vue psychologique, puisque son esprit, une fois rentré en phase avec la machine, se perdait, et en fait, au moment où il était déconnecté, le pilote pouvait être complètement, dans un état végétatif, il pouvait être complètement fou, il pouvait juste aussi mourir, il y avait énormément de risques. C'est un archétype de science-fiction qu'on trouve beaucoup dans les animés de mecha japonais et autres, mais qui a été bien sûr intégré à Warhammer 40 000 et Warhammer 30 000, en l'occurrence les Résidorus, et même avant dans le lore. Du coup, ça explique pourquoi finalement l'Imperium va décider de réserver les Dreadnought à des humains augmentés, parce que les Space Marines ou l'Adeptus Custodes, la garde personnelle de l'empereur, eux ont une constitution qui leur permet finalement de mieux gérer cette machine, mais quand même, on prend aussi la décision que vaut mieux pas libérer les pilotes de la machine, et donc on se dit, ce que Raph nous a dit tout à l'heure, qu'il est plus simple de encastrer dans ces Dreadnought des guerriers qui sont au seuil de la mort, puisque de toute façon ils ne peuvent rien faire d'autre, et on va simplement du coup appuyer sur on, appuyer sur off, comme ça on diminue complètement les risques, par exemple de former un pilote de ouf et de le perdre au moment de la déconnexion. Donc ça explique un petit peu, à grands coups de retcon et de bien sûr plusieurs éditions qui sont revenues sur des détails et sur des autres pour essayer de rendre ça cohérent, mais je trouve qu'à l'heure actuelle c'est plutôt bien, et ça distingue vachement, je trouve, le Dreadnought d'à la fois d'un robot qui serait commandé par une intelligence artificielle, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi de toutes les autres machines un peu de guerre de Warhammer 40 000. Et d'une certaine manière, elle fait très 40 000 dès son lore, en fait, quand on le pose comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Complètement. Déjà, son design actuel, j'entends, est très 40 000. Mais même dans le concept, c'est encore une fois, c'est très grimdark, c'est vraiment l'armure de la dernière chance, mais on ne met dedans que des mecs qui préféreraient mourir en fait, mais non, on continue à les faire se battre, etc. Donc c'est stupide,
Et c'est donc génial. Voilà. Et en plus de ça, c'est hyper grandiloquent parce que ils ont une voix robotique, parce que les frères de bataille continuent de parler à travers le Vox. Ils peuvent s'exprimer, effectivement. Voilà. Et donc du coup, ils ont une voix amplifiée par le sarcophage robotique, donc ça donne un côté un peu dramatique. En plus, souvent, les Dreadnoughts, ils sont couverts de sceaux de pureté et autres trucs comme ça. Ils ont des serviteurs qui les accompagnent, voire des chérubins qui viennent bénir et tout. Donc on est complètement dans l'esthétique Warhammer 40 000, bien gothique comme on l'aime, et le Dreadnought, il est vraiment 100%, il a 100% sa place là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Tu me fais une passe D parce que justement, je voulais expliquer un peu comment on passe de cette organisation un peu rigoureuse, puis de l'arrivée d'humains augmentés, à finalement la technologie rare, sanctifiée, presque un peu divinisée, qui est le Dreadnought au 41e millénaire. Alors comme beaucoup de technologies, c'est une technologie qui est devenue difficile à entretenir parce que effectivement les pièces de rechange sont peu nombreuses et le savoir nécessaire à les réparer, à les entretenir est en voie de disparition. Donc on ne réveille les Dreadnoughts que dans des cas d'extrême nécessité. En fait, les frères sont maintenus dans cette espèce de sarcophage, ils sont entre la vie et la mort, dans une espèce de coma. Et c'est quand on les réactive au Dreadnought qu'ils reprennent vie et qui vont diriger du coup la partie machine finalement de cette armure. Donc c'est une espèce de symbiose très bizarre parce que sans l'un, l'autre peut pas marcher, mais les deux sont quand même assez handicapés si on les prend à part. Et donc du coup, on les voit comme des guerriers légendaires, forcément, l'armure étant aussi immense, alors ça dépend des modèles, on va en reparler, mais du coup ça permet de porter, comme finalement n'importe quel Space Marine, un peu de corps à corps et un peu de tir, mais des fois, soit que du corps à corps, soit que du tir, mais en grande qualité et en grande quantité. Mais il n'y a pas que l'aspect bourrin, il y a aussi l'aspect conseiller, Raph. Oui, complètement, parce qu'en fait, les frères de bataille qui sont enchâssés là-dedans, c'est souvent des vétérans de plusieurs centaines, voire milliers d'années, voire pour certains dans le fluff, qui ont vécu l'hérésie d'Horus et qui sont toujours dans le Dreadnought aujourd'hui. Et du coup, c'est souvent, ils ont une sagesse un peu oubliée du chapitre. Bon, alors par contre, après autant d'années passées dans un Dreadnought, des fois... ils perdent un peu la boule. On a plusieurs exemples comme ça dans le fluff où les Dreadnoughts pètent un peu un plomb. Donc c'est vrai que c'est à la fois des stratèges, des tacticiens, même des sages. Enfin, il y a des... Ouais, ils ont accès à un savoir qui est assez inestimable pour le chapitre, notamment certains chapitres qui se connaissent assez mal des milliers d'années après leur fondation, quoi, c'est normal. Et t'as plusieurs exemples dans des œuvres, que ce soit dans des bouquins ou dans les jeux vidéo, où le Dreadnought, il cite des préceptes de l'Imperium, mais genre early days de l'Imperium. Et du coup, c'est assez drôle de voir une espèce d'énorme machine qui défonce des ennemis, tout en citant des principes de l'empereur, et des maximes de l'empereur et tout. Enfin, c'est trop bien, je trouve. Ouais, effectivement, très clairement, ils sont pas que des guerriers, mais aussi des espèces de sages, comme tu disais tout à l'heure. Et je trouve que ça leur correspond assez bien, même s'il y a le côté fou qui va aussi avec ça. Et je trouve que ça crée des personnages finalement souvent assez nuancés, mais qui peuvent facilement inspirer des frères fanatisés comme les Space Marines, quoi. C'est assez logique qu'ils veulent le suivre et le défendre, surtout que comme on le disait tout à l'heure, ils sont équipés d'armes absolument terribles et donc généralement ils savent rendre à l'ennemi la monnaie de leurs pièces. Mais ça peut arriver qu'un Dreadnought tombe au combat, et à ce moment-là, comme de nombreuses technologies Space Marine, généralement les frères Space Marine ou les Custodes, ils vont se battre jusqu'à leur dernier souffle pour protéger ce foutu châssis et ou le sarcophage du pilote. Et l'idée, c'est que si par exemple le sarcophage est perdu, qu'il est détruit, ou simplement que le pilote finit par mourir de l'énergie que lui demande la machine. On reviendra notamment sur les Dreadnought Primaris qui, dans le lore, apparemment, sont encore plus, demandeurs en énergie vitale et ont un peu tendance à pomper l'énergie de leur pilote et à les cramer, les utiliser comme des piles très très vite. Du coup, c'est pas très grave. Généralement, les chapitres Space Marine ne manquent pas de blessés graves au combat. Et du coup, c'est juste qu'il faut respecter vous pouvez vous imaginer des espèces de rites, plein de choses à faire pour un tech marine, un chapelain, etc. avant d'encastrer un Gus dans le Dreadnought. Ça me rappelle un peu le comics
qui était sorti chez Soleil en France sur les Black Templars, qui était vraiment pas terrible, mais dans lequel on suivait un Space Marine à travers toutes ses vies, et il me semble qu'il finissait Dreadnought et on voyait un petit peu des détails là-dessus. Il commençait scout et il finissait initié et il finissait dans un Dread. Je crois que tu savais plus au départ, enfin au départ tu pensais que c'était pas le même personnage, puis je crois que c'était le même personnage, enfin je sais plus, il y avait un petit twist là-dessus, et du coup tu voyais pas mal comment même réactiver un Dreadnought, c'était vraiment quelque chose d'hyper délicat, c'était un procédé qu'il fallait vraiment respecter à la lettre, sans quoi tout pouvait foirer, et on pouvait effectivement tuer le pilote dans le sarcophage. Donc c'est effectivement un peu dommage si le chapitre perd un pilote et ou le sarcophage, mais à choisir, il est plus simple, je crois, de remplacer le pilote que le sarcophage, parce que ce sont des armes antiques. Mais bon, ça, c'est le lore, et sur les tables de jeu, on a parfois pas du tout ça qui est représenté, puisqu'on peut aligner des dizaines, j'exagère à peine, de Dreadnought sur une table. On peut en mettre 9 dans une armée Space Marine. Si on en perd, c'est pas forcément très très grave, ou il y a moyen de les réparer, ou que sais-je. Mais c'est vrai que d'un point de vue lore, il y a ce truc qui existe encore un petit peu autour que les Space Marines peuvent pas se permettre de perdre des armures Terminator, des Land Raiders, des Dreadnought, quoi. Il faut aller les chercher, il faut les protéger, quelle que soit leur variante. Mais justement, elles sont nombreuses, donc on va inaugurer un gros morceau de ce podcast en vous les présentant toutes. Et on va commencer avec la plus connue, je pense, d'entre elles, qui est donc la fameuse Mark IV et Mark V, donc Castraferum, qui sont du coup des grosses machines un peu cubiques de 4 mètres de haut et qui pèsent 12 tonnes. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que comme tu le disais, il y en a un où ce qu'on distingue dans le châssis, c'est un sarcophage un peu rectangulaire. Un peu un cercueil avec une espèce de visière. Ouais. Et l'autre, c'est un casque de Space Marine qui est en fait souvent le casque du champion, qui est enchâssé dans l'armure et qui lui permet en fait, qui est vraiment un casque qui bouge, qui parle, c'est le casque du pilote. C'est assez rigolo parce qu'au fur et à mesure des années, il y a eu des variantes autour de ce concept. Les premiers Mark V de Forge World, c'était vraiment un casque oversize, et tu te dis en fait il n'y a pas que la tête du pilote, il y a vraiment une partie de son corps. Souvent les représentations qui sont faites des pilotes, c'est un espèce d'homme tronc en fait, et du coup ça pourrait tenir en partie dans cette espèce de grosse tête. Et puis au fur et à mesure des éditions, il s'est réduit et on pouvait limite remplacer le casque sur certains kits ou le faire à la main en matière de conversion. Mais c'est comme ça en tout cas effectivement qu'on repère le Mark IV du Mark V, alors qu'ils sont globalement la même forme. Et en fait, le Mark V, il a pas mal évolué d'un point de vue Game Workshop, dans le sens où ils ont commencé du coup à lui le décliner sous plein de formes différentes. On a eu une variante Dreadnought d'assaut, où on a eu une variante de Dread qui s'appelait le Hellfire. Ouais, full tir, canon laser, lance-missile. Voilà. Pour le 4 et le 5, d'ailleurs, en fait, toutes ces variantes ont existé d'une manière ou d'une autre. Alors après, on reparlera, parce qu'il y a Games Workshop, il y a aussi Forge World, donc on avait des Dreadnought en résine, et les 4 et 5 ont eu à peu près toutes les variantes possibles et imaginables. Quelles sont les autres? Qu'est-ce qu'on pourrait citer? La version siège? Le Ironclad aussi, avec les lance-grenades intégrées. On avait aussi, du coup, tous les Dreadnought un petit peu, on va dire, particuliers. On avait le Dread Chaplin, on avait le Dread Furioso de la Compagnie de la Mort, on avait le Dread Chevalier Gris, le Dread Librarian des Blood Angel. Ouais, il y a énormément en fait de variantes autour de ce modèle-là, parce que c'est un peu comme pendant un temps, l'armure énergétique Mark 7, ça doit être, la 7 qui était la plus répandue. C'est un peu la même chose pour le Dreadnought, c'est vraiment le modèle 4 et 5 qui sont les plus vus. Alors bien sûr, de nos jours, avec l'ascension des Primaris, on en reparlera juste après, c'est promis, mais ces modèles-là ont un petit peu tendance à disparaître, mais on voit que Games Workshop est assez malin, et comme on le disait tout à l'heure, ils récupèrent certains détails de leur vocabulaire visuel, qui sont réintégrés dans les nouveaux Dreadnought, notamment le sarcophage lui-même qui n'a pas forcément bougé, certains équipements ou certaines variantes d'équipements qui reviennent. Donc effectivement, ce Dreadnought-là en particulier, c'est le plus emblématique, le plus connu, sans doute celui qui a le plus de variantes, même si j'imagine que le Contemptor qui arrive juste derrière en a pas mal aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur celui-là, mon bon Raph?
Donc le Contemptor, c'est une variante qui date de la Grande Croisade et qui ressemble un peu, en fait, il est basé un peu sur le design des Terminator Tartaros, donc très arrondi, avec des formes très arrondies et un casque même qui est lui-même très arrondi. Et l'emplacement du sarcophage a une espèce de gros bedon. En fait, ça ressemble un peu à une espèce de Baymax ou de... Moi, je trouve que ça fait une coque de bateau. Ouais, voilà, ça fait vraiment une bedaine, blindée, bien sûr, vous vous en doutez. Et il est souvent plus blindé, plus durable, mais aussi plus rapide parce qu'il est légèrement plus élancé. Et surtout, il a pas mal de variantes d'armes avec double cac, double tir, un cac, un tir. Enfin, là, pour le coup, que ce soit via Forge World ou les sorties plastiques qui ont eu lieu avec Horus Heresy, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, et il y a même des variantes de Contemptor comme le Deredeo, quand tu en parlais tout à l'heure, qui est du coup une espèce de plateforme de tir avec 2 énormes autocanons de chaque côté et une espèce de renfort blindé sur le dessus du sarcophage pour vraiment faire plateforme de tir un peu statique qui arrose les ennemis au loin avec ses grosses mitraillettes. Ouais, et j'étais étonné en faisant mes recherches d'apprendre que le Deredeo, en fait, c'était une variante du Contemptor, parce que techniquement, effectivement, il a les mêmes jambes, il a pas la même coque, il a effectivement une espèce de poitrine plus élancée, ça fait un peu, effectivement, là, encore plus coque de bateau, parce que ça part en avant un peu en V, et lui, il est full tir, il a souvent deux autocanons sur chaque bras, et des lanceurs de missiles sur le dos, donc je savais pas, je pensais que c'était un truc à part, mais c'est assez rigolo de savoir que du coup, à l'origine, il y avait ces fameux 3 dreads impériaux, et dans lesquels on retrouvait le Contemptor et le Deredeo, qui donc depuis sont devenus 2 des Dreadnoughts les plus emblématiques de l'hérésie d'Horus, et sans doute parmi les plus populaires, comme tu disais, Raph, autant en plastique qu'en résine. Quoi. Ouais, le Contemptor, je sais qu'il a eu beaucoup de succès quand il est sorti en plastique pour la première fois, parce qu'avant il était en résine, donc inaccessible pour beaucoup de gens, et quand ils l'ont sorti en plastique, il y a énormément de gens qui l'ont acheté et converti et joué en tant que Dreadnought classique, dans une armée même à 40 000. Des batailles, c'était quoi pour Calf Betrayal at Calf, c'est ça, voilà, tout à fait, avec le premier en plastique, était un easy to build monopose, mais que beaucoup de gens en fait ont pris. On l'a vu partout. En fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont converti avec des pièces de dread, qui l'ont chaosifié pour en faire un dreadnought du chaos. Enfin, on l'a beaucoup vu sur les tables globalement. Clairement. Un qu'on a peut-être un peu moins vu, mais c'est normal parce qu'il est un peu plus rare, mais il est quand même stockma. Donc si vous l'avez vu, c'est sûr que vous vous en souvenez, c'est le Léviathan qui lui est arrivé plutôt à la fin de la Grande Croisade et qui était un modèle en fait de siège dans le fluff. Donc lui, il est colossal, il a été développé en secret par des clans tech de Terra, très loin du contrôle du Mechanicum à une époque où il n'y a pas forcément que Mars qui construit des véhicules. Et effectivement, son rôle c'était, comme pas mal de chars dans notre monde, détruire des bâtiments, détruire des fortifications, et il était capable d'emporter les armes les plus lourdes, donc vraiment encore plus lourdes, sous-entendu, que le Contemptor, et lui il est immense et il est très très large. C'est un peu une version sous stéroïde du Castraferum. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est un mix entre le Castraferum et Contemptor, dans le sens où il a une silhouette proche du Contemptor, mais une espèce de gros gilet pare-balles blindé. Ouais. C'est vrai qu'on dirait qu'il a un gilet pare-balles. Et d'ailleurs, il est aussi sorti en plastique pour la V2 d'Horus Heresy. Et donc, pareil, beaucoup de gens l'ont pris parce que, encore une fois, il a d'abord été sorti en résine, puis lors de sa sortie en plastique, il a été popularisé, comme beaucoup en fait de châssis comme ça un peu spécifiques qui sortent d'abord chez Forge World en résine à des prix qui n'existent pas, et ensuite dans une ressortie en plastique glorieuse de Game Workshop. Et où, du coup, ça permet à plein de gens de mettre la main dessus, et alors que ils pensaient peut-être pas forcément jouer ce genre de châssis, typiquement un Léviathan, je sais que beaucoup de gens en rêvaient, parce qu'ils avaient lu les bouquins de l'hérésie d'Horus, et qu'ils se disaient « Ah ouais, quand même, c'est classe », et en fait, c'était inaccessible, et puis quand il est sorti en plastique, beaucoup de gens disent « Ah ouais, je peux enfin en jouer un, c'est trop bien ». Clairement. Ça fait plaisir, et on va continuer à monter en taille en parlant du tout récent modèle Saturnine. Alors du coup, de la même manière que le Contemptor, il partageait sa techno, comme tu l'as dit Raph, avec l'armure Tartaros, Terminator, et l'armure énergétique Mark 4, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un détail de lore qui est assez intéressant. Je sais pas si c'est encore d'actualité, parce que Warhammer Community, ils ont fait un article sur le lore du Saturnine, et ils font un peu en mode, oui, il s'appelle Saturnine, mais il a rien à voir avec l'armure Terminator, c'est juste que... Et j'étais en mode, mais c'est bizarre, parce que vous êtes en train de
dire qu'il partage pas la techno, alors que le lore du Contemptor, dans mes souvenirs, c'est justement qu'il partage un peu sa techno, et de la même manière que en fait la Tartaros elle partage sa techno avec une armure énergétique. C'est des espèces de de génération de matériel militaire qui arrive comme ça sur le marché, si j'ose dire, et du coup Saturnine, le Dread comme l'armure Terminator partagent un minimum leur techno, pour la simple, et j'en veux pour preuve, du coup leurs épaules très très larges, les deux en ont, parce que du coup elles contiennent des espèces de générateurs. Alors c'est à la fois des générateurs qui vont permettre de protéger le véhicule des tirs ennemis, mais surtout vont dissiper l'excédent d'énergie que ces armes vont produire. Donc ça le protège des tirs ennemis et des tirs alliés en quelque sorte, ce qui est plutôt cool. À l'origine, les modèles Saturnine, qu'on parle de l'armure Terminator ou de l'armure Dreadnought, ils ont été conçus par un culte qui avait été banni de Mars, mais qui avait trouvé refuge dans les lunes de Saturne, d'où son nom. Et du coup, il aurait dû disparaître, honnêtement, au cours de la Grande Croisade, à cause de sa difficulté d'entretien et son côté un petit peu secret. Mais il se trouve que dans le nouveau lore de la 3e édition du jeu Horus Heresy, on apprend que Vulcan, le primarque des Salamanders, grâce à ses talents de forgeron, il a réussi à donner une nouvelle vie à cette technologie, et un peu naïvement, il va la donner à toutes les légions, ce qui permet, de manière bien pratique, à Games Workshop de ramener la mythique armure Terminator, qui a plus ou moins, Saturnine, qui a plus ou moins jamais existé, ou alors vraiment en très très peu d'exemplaires, sur le devant de la scène, et ça permet aussi de les peindre en salamander pour la boîte de base. Donc ça fait un beau contraste entre les Iron Warriors faits de métal et nos amis les Salamanders en verre avec des braises peintes sur leurs épaules. Donc là c'est un Dread énorme. Je pense que à l'heure actuelle c'est le plus gros de tous les Dreads qui existent, en tout cas en plastique, comme on l'a dit, c'est un putain de monstre en termes de technologie, si bien que seuls les Space Marines les plus solides, psychologiquement parlant, voire même qui auraient des pouvoirs psychiques latents, il y a des petits indices comme ça dans le lore qui sont assez intéressants, peuvent entrer en connexion avec le modèle, qui du coup est vraiment l'un des plus emmerdants, l'un des plus exigeants qui soit, et c'est un peu le cas d'ailleurs de l'armure Terminator aussi. Pour les Saturnines, tout le monde ne peut pas monter dedans, en tout cas à vos risques et périls. Vu qu'il est nouveau, qu'est-ce que t'en penses du Saturnine, toi? En fait, moi on repart dans les hot takes, mais moi je le trouve pas ouf. Enfin, j'aime, parce que c'est un Dreadnought et j'aime tous les Dreadnoughts, mais c'est de loin pas mon préféré du tout. Déjà, rien qu'à cause du fait que c'est un Dreadnought qui est pensé avec 2 armes de tir dans chaque bras, entre guillemets, et qu'il n'y a pas l'iconique point et arme de tir dans une main. Ou fléau, voilà. Ça ne saurait tarder. Peut-être, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, il est vraiment juste pensé en tant que énorme plateforme de tir. Et le fait qu'il soit si massif, il est quand même sur un socle de 90 mm. Ah oui, stock mal alors. C'est quasiment, c'est presque aussi gros que les démons majeurs. Donc ça fait des sacrés socles. Et en fait, pour moi, c'est un peu aussi la course de toujours plus de Game Workshop, en mode vous aviez aimé le Contemptor, regardez, on fait le Léviathan. Vous avez aimé le Léviathan, regardez, on fait le Saturnine. Et genre là, en V4, le prochain, la V4 de l'Heroes Heresy, ça va être quoi, le Dreadnought, quoi? Ils vont faire un Land Speeder tout petit. Non, mais en fait, c'est aussi ça que je reproche un peu, c'est le scale creep. C'est le fait qu'on ait des figues toujours plus grosses. C'est ça. Et alors pour certains cas, c'est sympa, mais pour d'autres, je trouve pas ça nécessaire en fait. Disons que pour les Dreads, on avait déjà été servi. J'ai un petit peu de mal moi avec le côté, il a un bassin très fin et il a les épaules hyper larges, et il a aussi un peu plus des genoux. Moi j'aime bien quand mes dreads ont vraiment un look limite qu'on ne pourrait pas animer en jeu vidéo, ou qui aurait aucun sens dans la réalité. Quand ils deviennent trop humanoïdes, j'ai tendance à moins aimer. Mais je dois dire qu'il commence à me plaire. J'ai vu quand même 2-3 gens en faire des trucs vraiment cool, et je pense que la surface sur les épaules et tout te permet quand même de faire des trucs un peu sympas. On voit que c'est la même chose pour les armures Terminator, donc à voir un peu comment il évolue dans le temps. En tout cas, il est tout nouveau. Un autre qui est relativement récent, c'est le Redemptor. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Dreadnought Primaris? Écoute, mon Dread loyaliste préféré, le Redemptor. Aïe. Ça spoil la fin du podcast. Mais j'ai dit. Mais effectivement, c'est le Dread Primaris, du coup, qui, du coup, dans le fluff, est aussi gros qu'un Léviathan, et qui a été conçu par notre cher ami Belisarius Cole lors de la création des Primaris. Il s'est dit, on fait des Space Marines plus gros, ils vont pas pouvoir rentrer dans l'ancien Dreadnought. Il leur faut un Dreadnought aussi gros qu'eux. Et donc il a créé un nouveau châssis
Alors que techniquement, ils étaient dans un sarcophage qui fait toujours la même taille. Voilà, mais pourquoi pas. C'est un forceur. Alors après, c'est aussi la différence, c'est dans son fonctionnement, puisque le Redemptor, il est beaucoup plus dangereux, tu le disais un petit peu plus tôt, pour son pilote, puisqu'il va drainer l'énergie du pilote, parce qu'il utilise notamment des armes extrêmement puissantes, et donc du coup, elles ont besoin d'énergie. L'incinérateur à plasma. Macro-incinérateur. Alors là, vous savez que du coup, c'est exigeant, ça, forcément. S'il y a macro devant. Gatling Onslaught. Exact. Voilà, mais en tout cas, effectivement, c'est des châssis qui sont assez imposants. Moi, je trouve qu'ils ont une vraie patte un peu lourdeau comme ça, qui me plaît beaucoup. Et notamment, j'aimais déjà beaucoup la figurine, mais le voir dans Space Marine 2, c'est vraiment trop bien, quoi. Enfin, en fait, je trouve le voir animé et du coup le voir bouger et voir en fait comment il se déplace dans l'espace. Le voir envoyer des statues dans la gueule de certains Eldrake. Et non, mais en vrai, je trouve la silhouette elle est incroyable. Alors, c'est un peu le syndrome Primaris de il a plein d'armes. Parce qu'il a un lance-missile, il a des bolters. Ça, c'est un peu chiant, ouais. Mais, surtout quand tu l'affrontes. Mais sa silhouette, elle est quand même incroyable. Les options que tu peux lui mettre, je trouve ça super cool. Et en plus, pour la peinture, bah là, pour le coup, comme le Saturnine, il y a de la surface pour s'amuser un petit peu dessus. Et tu peux bien personnaliser le truc. Et lui, il a aussi eu droit à des variantes, parce que... Immanquablement. Voilà, Game Workshop is Game Workshop. Donc, on a connu une première variante de CAC, qui s'appelait le Dreadnought Brutalis, qui est le même châssis, sauf que cette fois-ci, il a des griffes énergétiques. Il en a deux. Et surtout, il a des multifuseurs de tétons. C'est un dread qui est là, pour le coup, qui d'ailleurs peut être utilisé par la Compagnie de la Mort, Blood Angels, qui vous donne un petit peu l'idée de l'objectif de la violence ce du truc, ouais. Et la version la plus récente de ce châssis, c'est le Dreadnought Ballistus qu'on a eu dans la boîte Léviathan, et qui du coup est un hommage à l'ancien au Hellfire du Castraferum, avec un canon laser d'un côté et un lance-missile de l'autre, et qui est du coup une plateforme de tir mobile, mais quand même qui est plus efficace quand elle reste statique, pour pouvoir prendre le temps de viser les adversaires. Dans un style beaucoup moins connu, on a le Achilles, le Telemon et le Galatus, qui du coup sont des Dreadnoughts qui sont réservés à la physionomie accrue de l'Adeptus Custodes. Donc, comme ceux des Space Marine, globalement, ils sont équipés avec des versions géantes de leurs équipements, type une énorme lance plutôt que juste une lance. Le Telemon, on nous dit dans le lore, c'est l'un des Dreadnoughts les plus perfectionnés. Il est beaucoup plus haut qu'un Léviathan, donc il est particulièrement haut. Il est plus svelte. Globalement, la caractéristique des Dreadnought Custodes, c'est ils ont des proportions un peu plus élancées. Certains de leurs blindages auraient été conçus par la main de l'empereur lui-même. Donc c'est vous dire si ces Dreadnoughts sont importants. En même temps, ils protègent le palais de Terra et ils sont plutôt costauds. Et ils tiennent un peu au-dessus de la mêlée, pour le coup. Ouais. Ils sont dorés, ils ont un look un peu différent. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est à la fois la synthèse de beaucoup de modèles et en même temps leur propre esthétique un peu plus travaillée, presque un peu art nouveau qu'on a avec la gamme Custodes. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça, c'est pour le coup, pour l'instant, il n'existe qu'en résine. Ouais, moi j'ai vu, de ceux-là, je n'ai vu qu'un Télémon en boutique sur une table. Et j'ai beaucoup aimé le châssis, en fait, une espèce de châssis un peu arrondi, ovale, comme ça, très aérien, très élancé. C'est une version plus c'est entre le Saturnine et le Contemptor. C'est ça, mais avec côté un peu plus gracieux, qui est très propre au Custodes pour le coup, ce côté. Et en fait, j'aime bien, et souvent, ce que j'aime bien, c'est que les mecs qui en peignent, ils les font avec des textures genre du marbre, ou avec... il y a un côté statue de combat, quoi. Et ça, j'aime bien, ça donne un côté vraiment débile, dans le bon sens du terme, c'est très Warhammer, quoi. C'est vraiment, regarde, on a un marcheur de combat mortel, mais il est en marbre, parce que pourquoi pas. Et voilà. C'est une œuvre d'art à part entière, quoi. Et oui, effectivement, on va pas forcément beaucoup s'attarder sur ces Dreadnoughts-là, mais c'est quand même sympa de noter que, effectivement, les Custodes ont leur propre Dreadnought, même s'ils ont aussi accès au Contemptor classique qu'on peut avoir actuellement d'ailleurs du coup en plastique dans nos listes de Custodes, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un dernier châssis qu'on n'a pas forcément... qui est pas
qui est pas réellement un Dreadnought, Ouais, parce que les Chevaliers Gris sont sortis récemment. c'est vrai. Ils ont aussi droit, du coup, dans leur codex, au châssis Dreadnought. Par contre, ils n'ont pas le droit au Dreadnought Primaris, ils n'ont le droit qu'au Dreadnought Classique. classique. Et ils ont également le... Parce qu'ils n'ont pas été dotés de la technologie Primaris. Voilà. Et ils ont par contre le cuirassé Nemesis, Mhm. qui n'est pas réellement un Dreadnought, mais dans Qui s'appelle le Dread Knight. C'est ça, en c'est anglais. le Dread Knight, le Double- Nemesis Dread ouais. Knight. Et en fait, c'est vraiment un mi-chemin entre, pour le coup, un Dreadnought et une espèce de harnais de combat. Mhm. En fait, c'est vraiment... Ça reprend le principe d'armure du Dreadnought, parce que vous avez un grand maître de... Je sais plus comment il s'appelle, les maîtres chevaliers gris, Ouais. qui est engoncé Je dedans. crois que c'est juste les grands maîtres. C'est un grand maître qui est engoncé dedans et qui le porte comme une armure. Mhm. Sauf que là, pour le coup, il est pas mort. Enfin, Ouais. il est pas à moitié mort. Il est encore vivant dedans et c'est une extension de lui-même, par contre. Ouais. Comme un Dreadnought. Donc c'est vraiment à mi-chemin, quoi. À mi-chemin entre les deux, et c'est le fameux porte-bébé pour beaucoup de gens, qui vient de s'offrir une version légèrement retapé, où du coup il a des nouvelles armes, il a a un toujours petit cette pagne. pose horrible et il est un peu, ouais, non, quand même globalement c'est une de mes figues Oni, moi, de la gamme Warhammer 40 000, même si j'ai vu un très bon mix entre ce nouveau kit d'amélioration et justement le Dreadnought Saturnine, qui a été fait je crois par Pete the Wargamer, il me semble, Oui. je ne sais plus, c'est ça. Ouais. Et du coup, la figue est folle. Et comme le faisait remarquer l'ami Mercy sur le Discord, merci beaucoup, disait, en fait, les Chevaliers Gris viennent de Titan. Oui. Et qui est du coup l'une des lunes de Saturne, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, ça aurait grave du sens qu'ils aient accès à ce truc-là et qu'ils finissent par avoir ça plutôt que ce Dreadnought des Enfers. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Et ce n'est pas exactement un Dreadnought. On aurait pu aussi citer en Primaris, bien sûr, le comment s'appelle-t-il, Le Invictor Tactical Warsuit. Exact. Voilà, mais qui est d'ailleurs... Que ouais, moi j'adore, mais moi qui est aussi. dans un autre truc. On est vraiment dans le côté, là, pour le coup, exo-armure, au sens, s'il y a un pilote, il peut sortir à tout moment. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait des conversions dans ce sens-là, et c'est effectivement un peu la même chose sur le Dread Knight, qui est conçu pour aller cogner du démon majeur, notamment, pour quelque part un petit peu donner aux Space Marines la taille nécessaire pour aller foutre des coups à un démon, ce qui est à la fois la pire et la meilleure idée de tous les temps. Mais je vous laisserai en discuter en commentaire, puisque on n'était pas forcément là pour parler de cela. On est là pour parler vraiment des mecs à moitié morts à l'intérieur d'une grosse machine, et il va falloir parler, peut-être du pire modèle. En fait, c'est pas vraiment un modèle, on va les regrouper en un seul nom, les Dreadnought du chaos, mais en fait, il y en a plusieurs types. On les appelle parfois Hellbrut, on les appelle parfois Metabrutus, en fonction de si vous utilisez la version VO, la version anglaise, la version française. Donc c'est des versions assez proches des loyalistes, mais qui sont complètement perverties par le chaos et où le manque de moyens. Du coup, le côté vénérable, le côté un peu sage dont parlait Raphaël tout à l'heure, des dreads loyalistes, lui, il va disparaître complètement au profit d'une sorte de malédiction. En fait, autant si c'est un honneur du côté loyaliste, c'est plutôt une sorte de malédiction horrible et une forme de punition presque, en fait, d'arriver dans un Dreadnought côté chaos. Le plus souvent, ils sont incontrôlables, ils vont être retenus par des chaînes ou activés au tout début de la bataille pour être relâchés sur l'ennemi et en fait faire n'importe quoi et parfois s'en prendre même à leurs alliés. Du coup, il y a un certain nombre de variantes de Dreadnought du chaos qui existent, parce que par exemple il y a des Dreadnought possédés, c'est de là d'où vient le terme Hellbrut à l'origine, ou ceux spécifiquement des Wardbearers qui ont des Dreadnought possédés, mais il y a aussi en fait des Dreadnought qui sont relativement opérationnels, d'autres qui deviennent fous au cours de la bataille. En fait, vous connaissez les Légions du Chaos ou les Renégats du Chaos, ils se font beaucoup d'énergie du warp qui les traverse, ils ont souvent peu de moyens et tout ça crée un joyeux bordel qui en fait donne lieu à des Dreadnought un peu plus haut en couleur, si j'ose dire, que ceux des loyalistes, mais on en reparlera un petit peu. Et tu voulais mentionner, Raph, que à l'époque Forge World avait fait justement toute une panoplie de ces Dreads du chaos. Ouais, en fait ils avaient à l'époque où c'était Forge World qui à l'époque où les codex des 4 légions inféodées aux dieux n'existaient pas, il faut savoir que c'était Forge World qui était un petit peu le pourvoyeur de bits et kits en tout genre pour pour personnaliser votre armée de Space Marine du chaos classique en légion. Et du coup, dans cette veine-là, ils avaient sorti 4 kits de Dreadnought du chaos
pour chacune des légions. Mhm. Donc on avait par exemple le Dread Emperor Children avec des armes soniques, qui était le seul qui pouvait avoir des armes soniques. Et ça, Ça, franchement, c'était- ça me renvoie des voilà. bonnes vibes, quoi. Ça, il faudrait que ça revienne parce le que gros Blastmaster. le Blastmaster ou le double éclateur Ouais. sonique, c'était avec les sirènes de mort sur le sarcophage, c'était trop franchement, bien. c'était vraiment trop. Le Dreadnought de Nurgle, il était tout bouffi et surtout il avait une espèce d'énorme bannière Ouais. sur le sarcophage avec un squelette en décomposition, des mouches, etc. C'était vraiment la vibe Deathguard telle qu'on la connaît maintenant, mais à l'époque c'était très... Ça faisait original. vraiment presque un peu le perso avec la cloche, quoi. Ouais, ça c'est fait ça. un peu annonciateur de la malédiction de Nurgle, quoi. Et ses armes, elles étaient un peu pourries, etc. Ouais. T'avais le Dread World Eater qui du coup lui était avec le schéma, enfin avec l'iconographie pré-hérésie, donc avec le monde, enfin la terre Mhm. coupée en deux et avec les mâchoires des crocs du boucher, et surtout il avait un double point tronçonneur, c'était le seul Dread à l'époque en mode gros chaos, grosse tronçonneuse dans les... Ouais, c'était des espèces de tronçonneuses. C'est ça. Ouais. Et Il y en avait une en dessous de son bras, même enfin, en son version poignet, tir, c'était il vraiment avait ça. le Dread en mode je vais tout droit. Ouais. Et les Thousand Sons, ils avaient du coup un Dread avec une iconographie très égyptienne. Et lui, il avait, on pouvait lui mettre une espèce de canon un peu warp, et surtout son arme de corps à corps, c'était un kopech, Mhm. c'était un point kopech entre guillemets. Et il avait cette iconographie très scarabée, rayures jaunes et bleues qu'ont les Thousand Sons. Il avait vraiment une vibe égyptienne pour le coup, beaucoup plus que le Dread du chaos classique. Ouais. Et Il ça y avait le marchait symbole de Tsen sur sa sur son sarcophage. Ouais. sarcophage, ouais. Et ouais, ces 4 kits-là étaient vraiment hyper bien. Moi, je me souviens de l'époque où on bavait un petit peu sur la boutique Forge World, et j'avoue que plus d'une fois, je me suis dit, waouh, un jour, pour mon armée d'Emperor Children, j'aurai un Dread Sonic, c'était trop bien. Et au-delà de les légions, il y a eu quand même un codex, enfin un Dreadnought, pardon, lapsus révélateur, mais il y a eu un Dreadnought par légion en fait. Parce qu'il y en a eu pour les Iron Warriors, les Night Oui, Lords, c'est les vrai. Wardbearers et même la Black Legion. Il y avait au moins les sarcophages, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, du coup, ils se partageaient les armes un petit peu, comme on le l'a d'ailleurs toujours chez Forge World, mais effectivement, les autres avaient quand même déjà, du coup, un truc spécifique à se mettre sous la dent. Et c'est vrai qu'on l'oublie un peu cette période, mais c'est vrai que on avait ce codex 3.5 très orienté Légion qui a un peu disparu en V4, mais du coup, post V4, c'est beaucoup Forge World qui s'est chargé d'alimenter, comme tu le disais, les joueurs KO en unités un peu spécifiques à telle ou telle légion. Et c'était franchement sympa. Et du coup, on essaiera d'en poster 2-3 sur les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, mais il y en a vraiment qui, encore aujourd'hui, je trouve, ont vraiment une bonne gueule. Ah ouais, vraiment clairement. très Alors, cool. maintenant, ils paraissent un peu petits, entre guillemets. Oui, forcément. Mais d'un point de vue design, ils sont quand même toujours cool. J'ai en tête celui des Nightlords avec le crâne et les ailes de chauve-souris de chaque côté du sarcophage qui était un peu un banger de ouf. Mhm. Donc ouais, très 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 cool. Voilà un petit peu pour toutes les variantes. Alors la suite, où c'est que Games Workshop va nous emmener, parce qu'on parlait justement de ces figues toujours plus grosses, et ben on peut légitimement se poser la question. Il y a 2 modèles de Dreadnought qui ont été une fois mentionnés dans le lore, une fois ou plusieurs fois, mais qui n'ont jamais eu leur figurine. Il y a d'abord le modèle Lucifer, dont on ne connaît absolument rien, et on a le fameux Furibundus qui fait partie des 3 Dreadnought originaux, qui n'a pas été réincarné d'une manière ou d'une autre en version Horus Heresy ou 40K, donc à la manière de Saturnine, il pourrait revenir dans une refonte ou tout simplement nous proposer des nouveaux dreads inédits. Qu'est-ce que toi t'aimerais voir, Raph? Est-ce qu'il y a un truc que t'aurais envie de voir, à la fois peut-être pour les primaris parce qu'il y a certains archétypes qu'on n'a pas eu, mais est-ce que t'aurais par exemple, je sais pas, un truc inédit qui te ferait kiffer? Alors après, moi la gamme Horus Heresy en soi, je suis pas un grand fan, contrairement à beaucoup d'auditeurs du podcast, etc. Moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, Horus Heresy. Le jeu, mais après de temps en temps, J'aime bien les figues et tout, mettons mais... qu'ils te sortent un Dread Death Guard Horus Heresy, Voilà, peut-être que je tu le craquerais. prendrais, mais c'est très spécifique. tu vois. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, j'apprécie la beauté des figurines, mais j'ai pas... Enfin, qui sortent des nouveaux modèles de Dreadnought, comme là ils ont fait le Saturnine spécifique pour Horus Heresy, si tu veux, moi je m'en fiche un peu. Ouais. Par contre, qui sortent des choses pour les primaris, comme tu le dis, ça m'intéresserait. Notamment, le retour des archétypes que moi j'ai beaucoup aimé par le passé. Genre par exemple un Dreadnought Chaplain primaris. Mhm. Ce serait trop bien, tu vois. Enfin vraiment... Truc qu'on n'a jamais eu en plastique par ailleurs. Non, il n'avait toujours existé qu'en résine Ouais. chez Forge World, alors que canoniquement, dans le lore, plusieurs fois... Il y a des Dread Chaplain. Il y a des Dread Chaplain. Pareil, il y a des Dread Archivistes. Moi, j'aimerais bien un Dread Apothicaire. Ce serait trop bien. Dread apothicaire, mais il ferait quoi? Remarque, il pourrait presque avoir un bras pour mettre
des frères blessés ou du matériel. Ou une nacelle, tu vois, pour transporter et genre juste un espèce d'énorme canon pour dissuader quand même d'approcher quand ils récoltent des... Ou alors, tu sais, ils trimballent le stock de génogermes, par exemple. Ouais, pas mal. Avec un apothicaire sur le socle, enfin, tu vois, c'est son assistant. Ou tu sais, l'apothicaire biologiste qu'on a vu dans Léviathan, il a une espèce de conteneur comme ça. Pourquoi pas un dread qui récolte les conteneurs comme ça, tu vois, et qui récolte des données, tout simplement. C'est vrai que c'est pas con parce qu'on pense souvent au dread au côté vachement guerrier, un peu, j'allais dire flamboyant, mais plutôt héroïque. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de variantes. Alors moi, c'est pas forcément celle que j'aime le plus, mais je verrais bien ça en Primaris, étrangement. Vraiment, des variantes un peu plus utilitaires, type les dreadnoughts de siège, le Ironclad, etc. Donc ça serait plutôt cool de les voir. Et peut-être que Apothicaire, c'est pas si con. Ou un dread Tech Marine. Pour les Ironheads, un dread Tech Marine, avec des grues, avec des pinces énergétiques, le truc qui récupérait un dread de réparation, c'est comme les VCS dans Starcraft. Ou un truc qui récupère les véhicules endommagés au combat et tout, tu vois, parce que effectivement, tu peux pas abandonner un Predator vieux de 10 000 ans au milieu du champ de bataille. Encore moins. Qui bloque au milieu du champ de bataille, il faut un énorme dread pour aller une espèce de grue, tu vois, de porteur. Enfin, je sais pas, il y aurait des concepts à creuser, je pense. Et après, bien sûr, la wishlist, c'est la refonte du kit de Meta Brutus, du dread du chaos, parce que c'est plus possible, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, le Meta Brutus, c'est vraiment dur à bien des égards, en fait, je pense, parce que on en a connu deux, donc celui dans Dark Vengeance et un multi-kit. Et en vrai, en soi, le multi-kit, il s'est plutôt bien tenu dans le temps. Après, je trouve que c'est pas forcément le dread le plus réussi. Et il y a aussi ce petit côté paradoxal de cette époque-là des Space Marines du Chaos qui, tu sentais qu'ils voulaient s'éloigner de ce qu'a longtemps été la gamme Space Marine du Chaos, c'est-à-dire juste la gamme Space Marine avec des pics. Mais du coup, c'était pas non plus si étrange, si différent. Il a pas des équipements uniques. Il a un peu le marteau, les espèces de tentacules qui sont sympas, mais c'est pas très dynamique. Quand tu le vois dans Space Marine 2, lui aussi en Thousand Sun, qui se TP, qui fait des actions de ouf et tout, il est quand même hyper plaisant, quoi. Ouais. Tu vois, je trouve très très cool. Moi, je pense qu'il pourrait faire une figue un peu scénique avec ça. Moi, ma wishlist serait vraiment de le refaire en mode très très stockma, tu vois, mais limite gonflé par le warp. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que t'as pas besoin non plus d'aller trop loin, mais en soi, par rapport au côté bouffi par le warp ou vieux modèle perdu, mélange de modèles, tu vois. Par exemple, si tu te dis, bon, en fait, dans notre tête, c'est un Léviathan, mais qui a muté, le truc est énorme. Mais il pourrait, tu vois, être aux limites aussi large que le Redemptor, mais moins haut ou un truc comme ça. Oui. Mais j'aimerais beaucoup voir, soit sur le socle, soit avec des espèces de socles à part, tu vois, des mecs qui le tiennent en chaîne. Ouais, carrément. Et moi, j'aurais bien aimé, tu sais, voir des esclaves comme ça, tu sais, qui tiennent le truc. Comme ils ont fait un peu avec le chapelain noir, l'apôtre noir, avec les serveurs qui lui tiennent le bouquin. Je trouve qu'en fait, dans la gamme Chaos, c'est le genre de truc qui ajoute beaucoup de cachet et qui distingue bien, en fait, la gamme loyaliste de la gamme KO, et je trouve que ça serait super cool. Et aussi ça ramènerait ce qui pour moi a été l'une des meilleures règles du jeu, c'est qu'en fait cette figue était infernale parce que soit elle s'en prenait à vos unités et elle les découpait, mais par contre quand elle tombait sur une unité ennemie, je me souviens de règles où elle était particulièrement violente, 6, il tirait deux mais fois, c'était complètement aléatoire. Tu pouvais combattre 2 fois, tu pouvais tirer 2 fois, mais il fallait s'en prendre à l'unité la plus proche, etc. Ouais. Et du coup c'était cool parce qu'il fallait un peu séquencer le truc. Et moi je me dis, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les joueurs aiment plus trop ça, ou c'est plus trop le Warhammer 40 000 moderne. Tu fais la figue avec des petits esclaves, tu peux, c'est des tokens. Quand tu décides de les enlever, cette règle s'active, sinon elle s'active pas, tout le monde est content, tu vois. Et limite, t'as quand même un peu ce côté, si je l'active au milieu de tes lignes et qu'il va te combattre 2 fois, vu comment il est équipé, tu vas pleurer, tu vois. Ouais, et j'aimerais bien un truc ces attaques, elles sont genre hasardous, et avant de se prendre des PV, tu retires les mecs, et après par contre, c'est lui qui prend les dégâts. Exactement, mais en fait, il y a un truc à faire, parce que je trouve que c'était l'une des figues, c'est un peu comme les possédés, même si les possédés, des fois, ça a juste vraiment pas de sens, le côté aléatoire, mais, au sens où il y a des bonus qui sont juste pas équivalents, mais je trouve que ça fait partie des figues qui racontent une histoire, qui collent avec et qui te donnent leur fluff sans forcément que tu connaisses. Tu comprends tout de suite que oh putain, ça c'est un truc un peu chelou, et dès qu'ils vont le lâcher, c'est une bête sauvage, tu vois. Et ça j'aimais beaucoup, et ça a un peu disparu, tu vois. De la même manière qu'ils ont un peu essayé en V10 de faire en sorte que beaucoup des dreads, pas vraiment les primaris mais les autres, aient une règle d'influence, tu sais, ils communiquent leur sagesse aux Space Marines aux alentours, ça permet de relancer des touches, des trucs comme ça. Et je trouvais que c'était sympa, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, pour les KO, je trouve ça marche moins bien, et j'aimerais bien plutôt une espèce de truc ultra bourrin et vraiment tenu à bout de bras, et au moment où le chien est lâché, c'est l'enfer pour l'ennemi. Franchement, c'est vrai que ça
ça manque. Et surtout quand tu vois toute l'expérience qu'ils ont accumulée au fil des années sur les Dread Hérésie, etc., tu te dis putain, tu pourrais faire un truc vraiment très très cool. Après, il y a toujours ce paradoxe de est-ce que tu fais un truc qui serait plus ou moins un Castraferum muté, ce qui est le cas aujourd'hui, ou est-ce que tu fais un Contemptor, tu vois, mais au risque de se dire tiens, c'est peut-être un peu bizarre si tu joues Red Corsair d'avoir un. Alors, sachant qu'il faudrait le refaire en mode comme le kit de Prince Démon, c'est-à-dire genre un corps universel et des bits pour le déifier. Ouais, ça serait cool. Parce que le Prince Démon, il a très bien réussi après, ça avec les différentes têtes, etc. Il y a beaucoup de factions qui ont plus accès au Dread, du coup. En attendant, non, il n'y a que la Death Guard et, si je dis pas de bêtises, les Thousand Sons. Peut-être bien, ouais. Je ne sais pas pour les Emperor Children et les... Je crois que c'est... Les War Eaters, je crois que c'est mort. Ouais. Et ce qui est débile d'ailleurs, parce qu'un Méta Brutus double arme de après, cac, il aurait complètement sa place chez les War C'est pour ça que Eaters. la refonte, on va s'arrêter là, parce que sinon on va faire 1 heure là-dessus, mais c'est vrai que la refonte est d'autant plus nécessaire que en fait ça permettrait de recaler aussi une entrée dans tous ces codex de manière hyper facile, quoi. Tu dis ok, en War Eater il a accès que au double cac, en Death Guard il a ci, il a ça, enfin tu vois, genre c'est assez facile à faire en fait, je pense. Oui, et surtout effectivement ils ont l'expérience pour faire des dreads qui tapent, et je pense que là tu peux vraiment aller loin, et ouais, imaginez que tu peux le mettre vraiment en mode bête sauvage tenue en laisse. Moi je trouve ça hyper cool. D'autres suggestions, Mouraf, ou non, on s'arrête là? Je pense qu'on est pas mal. On donnera la parole aux gens en commentaire. Dites-nous ce que vous auriez envie de voir fait ou refait pour les Dreadnought. Avant de passer à la suite, du coup, je vais te demander, mon Mouraf, quel est ton modèle préféré de Dreadnought, même si tu as déjà un peu commencé à répondre à la question, ce que tu as pu peindre, ce que tu aimerais avoir, c'est-à-dire, on sait comment tu as découvert les Dreadnought, un peu c'est quoi ta relation aujourd'hui avec le Dreadnought en tant qu'unité à Warhammer 40 000. Je kiffe. En fait... difficile de ne pas kiffer après tout ce qu'on exactement. vient de dire. Mais je me suis jamais dit, tiens, je vais jouer Iron Hands et faire une force entièrement constituée de Dreadnought, même si c'est fluff et c'est classe. J'en suis pas à ce point-là non plus. Par contre, pour moi, une armée Space Marine, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle ait un Dreadnought. Genre, c'est trop iconique pour ne pas en mettre un dans ta force. Vous aurez compris, il vous en faut un. Voilà, voire plusieurs. Un, mais au moins un, ouais. Quel que soit celui que vous choisissez. Mais une armée Space Marine sans Dreadnought, c'est pas une vraie armée Space Marine pour moi. C'est pas l'armée White Dwarf avec un QG de troupes, un Dreadnought, un transport. Mais après, ce qui est bizarre maintenant, c'est que t'as le côté... je vais parler de l'éléphant dans la pièce, mais ce putain de Dread Primaris, c'est beaucoup trop gros. Et en fait, du coup, avant, il y avait vraiment ce truc qui était plaisant de... T'as tes marines, t'as tes motos, t'as ton speeder, t'as ton dread, tu vois, enfin en fait t'avais un côté grade, le scale creep n'existe pas, enfin, ou en tout cas il est lissé sur toute la gamme. Là j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu mets 2 intercesseurs, 2x5 intercesseurs, tu fous un dread au milieu, mais t'as l'impression qu'il y a un énorme prince démon qui se balade. Alors quelque part c'est un peu stylé, mais du coup il y a un côté waouh, tout de suite c'est hyper, et notamment par rapport au Ballistus qui a pas du tout le même impact, tu vois, ni mais visuellement. Qui est aussi gros par contre. Ouais, le socle est aussi gros. Il est gros, mais tu vois. Rappelle-toi au Ghoulfest, Chiap il l'avait. Il fait pas le même effet. Et en fait, il est stockman, ouais, c'est sûr. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont fait aussi gros ce truc-là. Mais bon, du coup, il t'en faut un. Enfin, t'en as un. Voilà, du coup. Il est il est dans encore, la boîte. Voilà. Il est dans la boîte. Mais effectivement, moi j'ai toujours aimé les dreads. On l'a dit, j'en ai peint 3. Dans ma carrière de hobbyiste. Alors, dis-nous tout. Le premier, c'était l'ancien dread vénérable plastique qui était sorti pour le codex, je crois, V4 Space Marine, si je dis pas de bêtises, qui était un kit, une amélioration du kit de dread plastique, qui était du coup le dread vénérable, qui était une entrée un petit peu plus haut de gamme que... Qui existe toujours, et qui d'ailleurs pour les chevaliers gris, c'est le dread que tu peux jouer. Et qui avait un sarcophage un peu gravé comme ça, avec des parchemins, et il avait un point énergétique au sens propre du terme, c'était vraiment un point, une main, que beaucoup de gens d'ailleurs réutilisent pour faire du Crimson Fist, parce que c'est un peu stylé, tu vois, bref. Et en fait, moi j'avais acheté ça pour le convertir en Space Marine du Chaos, parce qu'en fait le Dread de base ne proposait comme option d'armes que lance-missiles et canon laser, ou le point. Alors que le Dread... et l'autocanon peut-être. Le canon d'assaut, pardon. Oui, alors que le Dread vénérable, il avait toutes les options. Ouais, il était plus récent le kit. C'est ça. Ouais, donc tu pouvais mettre un lance-plasma lourd, un multifuseur, un canon laser, enfin etc. Du coup, j'avais acheté celui-là pour pouvoir le jouer avec un canon à plasma par exemple. Et je lui avais mis plein de trucs du chaos, des pics et tout. Classique. J'ai mis une tête d'enfant du chaos de mouche
pour remplacer le sarcophage, Je me et souviens, je lui ouais. avais mis avec un cure-dent, un petit squelette, une petite bannière de Nurgle, etc. Et j'avais un peu mis des pustules sur le socle et tout. Enfin, moi j'aimais bien, il était cool. Il était sympa. Après bon, c'était il y a longtemps, hein, donc le niveau de peinture était pas zinzin, mais voilà, j'aimais beaucoup. Le deuxième, c'était le Dread Blackreach, donc Assaut sur Blackreach, qui était la boîte de la V5, Mhm. qui contenait un Dreadnought plastique easy to build avec un multifuseur. Mhm. Et en fait, celui-là, j'avais récupéré en gros le contenu de Blackreach quand je faisais des orques à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'orques dans Blackreach. N'est-ce pas? Et en fait, quand j'avais racheté le lot, dans le lot, le mec m'avait filé le Dread avec. Mhm. Et en fait, à l'époque, j'avais plus d'armée Space Marine, donc j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas le revendre, il est cool, je le garde. Et en fait, un jour, en V7, je crois que c'est la seule, ou non, pas en V6 peut-être, l'édition qui contenait les bataillons, je ne sais plus laquelle c'était, je crois que c'était la V6, mais bref, je m'étais dit, je ferais bien des Space Marines, ça fait longtemps que j'ai pas fait des Space Marines, dis donc. Ce réflexe nous vient à toutes et tous C'est à ça. un moment ou un autre. Et du coup, je me suis dit, par contre, je veux faire du Space Marine, mais j'ai la flemme de peindre. Donc, qu'est-ce que je pourrais peindre comme schéma hyper rapide et hyper simple à peindre? Et ben, je suis allé voir dans les côtés des chapitres successeurs, vous le connaissez. On y revient. Et j'ai trouvé un chapitre qui s'appelait la Doom Légion. C'est oui. un chapitre successeur des Ultramarines, qui est tout en argent, les épaulettes noires avec une bordure verte, et le le symbole est un crâne argenté. J'en ai peint une escouade tactique, une escouade d'assaut et ce Dread. Et après, j'ai tout revendu parce que je me suis désintéressé de Warhammer parce que j'ai pas joué en fait. C'est la période où je ne jouais pas, et donc du coup, quand on ne joue pas, c'est très difficile de se maintenir dans le hobby pour moi en tout cas. Donc j'ai un peu le voilà. C'était ton Dark Age, mais tardif, mais Dark Age C'est quand ça. même. Et du coup, bien évidemment, le dernier en date que j'ai peint, c'est le kit de Meta Brutus, le multi-kit de Meta Brutus pour ma Death Guard, aux couleurs donc jaune et bronze de ma Death Guard. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point effectivement le kit était ok tiers, très chiant à peindre. J'ai mis beaucoup de temps à le peindre parce que je l'ai peint en 3 fois. Parce qu'en fait, j'ai eu la première fois, j'ai fait toutes les couches de base et tout. J'étais en mode ok, je vais bombarder dessus et tout. Ensuite, je l'ai mis de côté pour peindre d'autres trucs. Et quand j'ai dû y retourner, c'était un peu en mode. Surtout que tu peux pas tricher, contrairement à un Dread loyaliste ou Horus Heresy, en faisant toute la partie mécanique exposée en mode un peu squelette, sous couche noire, je brosse en métal, parce que t'as de la mutation partout et tu peux pas des gros vraiment, blocs de chair, des fois pas sculptés, juste lisses, c'est pas c'est terrible. cette période où les kits étaient compliqués, et en plus, pareil, les bras On n'en est pas sorti. sont beaucoup plus difficiles à peindre indépendamment. Voilà. Et du coup, j'y suis revenu un peu à contre-cœur, et en fait, à un moment donné, j'étais bon, maintenant je le termine, parce qu'en fait, si je le termine pas maintenant, je le peindrai jamais. Donc, je me suis mis une déterre, je l'ai bien peint pour le coup, c'est une de mes machines démons que j'ai la mieux peinte, mais par contre c'était vraiment un peu dans la douleur quoi. Et donc, heureusement le codex n'a pas enlevé cette entrée là parce que ça aurait fait mal. Sinon j'aurais eu un peu les boules, après je l'aurais Kuntaz, une autre machine démon, un drone ou une coccinelle, il n'y a pas de souci, c'est la même taille de socle, donc si demain il l'enlevait, je pense qu'il serait toujours... voilà. Mais voilà, et bien sûr, pour le futur, j'ai un Dread Redemptor Primaris. Il va falloir nous faire ça en jaune et en rouge, j'ai hâte de voir ça. Exactement, qui va être griffonné. Griffonné, pas mal. Ma force de Howling Griffon, bien sûr. Et j'ai aussi un petit Balistus qui traîne sur une grappe, mais non, c'est pas vrai. C'est un malade. Il faut faire les deux, remarques, au moins t'as les deux variantes. Exactement. Et toi, mon bon Répu? Bah moi, à ma grande honte, j'ai jamais peint qu'un seul Dreadnought, c'est le fameux Meta Brutus de Dark Vengeance. Le easy to build, donc. Ouais, celui qui a le poing en l'air, comme ça, qui te fait sentir son aisselle. J'en garde pas un super souvenir. Je l'avais légèrement pimpé, j'avais changé la tête, ça fait partie de ces kits où du coup j'avais réussi à changer la tête. En vrai, la fille, elle est pas si mal pour l'époque, mais je sais que déjà en la peignant en Wordbearer, à l'époque je faisais du Wordbearer, et j'étais en mode mais en fait c'est chiant parce que c'est juste une grosse gelée, enfin vraiment le dos de cette figue c'est vraiment juste un truc lisse. Alors après c'est les boîtes de base de l'époque, tu vois, il y a moins de détails encore que sur le kit de multi-kit qui lui n'est pas non plus méga détaillé parce qu'il commence à avoir 13 ou 15 ans et du coup il accuse un peu le coup des années. C'est sûr que par rapport à un Redemptor ça fait un peu peur et surtout il est
tellement petit. Ouais. Aujourd'hui, une sentinelle nouvelle génération de beaucoup la plus garde grand. est plus grande et limite, par certains aspects, les flingues sont plus larges. Enfin, c'est un peu flippant. La Alors, mouche de Nurgle, les mouches démons de Nurgle que j'ai, elle Ouais. est plus grande. Bah que oui, non, les mais Phantom il y a un scale creep de toute façon sur nos amis de chez Games Workshop qui est réel. Après, qui vraiment se fait sentir sur les dreads parce qu'il y a aussi une époque où, bah voilà, putain, ils avaient un lance-flamme lourd, ils avaient un lance-plasma lourd, ils avaient un canon laser et un lance-missile, c'est fou. En fait, aujourd'hui, t'es dans une telle course à l'armement, t'es en mode putain, bah quand on a vu le Balissus par exemple, tout le monde a un peu fait la gueule en disant, bah je pense qu'ils vont booster les règles des armes. Parce que ce genre d'équipement, c'est tellement plus 40 000 en fait. Effectivement, t'as cette espèce de débauche permanente. Et du coup, le Meta Brutus, malheureusement, il est un peu dans ce truc-là, quoi. Et je sais qu'en plus, il a son tout petit multifuseur, quoi. Donc ça aide pas. Et voilà, j'avais rajouté des bouts de parchemin en mode, enfin, tu sais, des sauts de pureté ou d'impureté, je sais pas comment on dit pour les Wordbearers. Mais du coup, il y avait des petits détails comme ça. J'avais peint comme des lettres, tu sais, dessus. Ouais, Je m'étais amusé, je l'ai toujours, je le sors des fois, c'est rigolo. Mais en fait, j'aimerais bien m'en refaire un. Et pendant longtemps, je me suis dit, je vais prendre le Contemptor plastique et le convertir. Mais en fait, je suis pas sûr qu'en fait ça colle si bien que ça. Enfin, faut convertir beaucoup de trucs, faut choper des pièces. J'attendais d'avoir des pièces de machine démon. Du coup, par exemple, je m'étais dit, bah, plutôt que de lui mettre le lance-plasma du Contemptor normal, je mettrais le lance-plasma du Ferro Centaurus ou Cerberus, je sais jamais, Centaurus je crois, que j'ai pas mis. Du coup, je peux le mettre en version point. Tu vois, j'essaie d'accumuler des bits pour qu'il soit un peu plus chaotique. Je rêve d'une version chaotique plastique du Contemptor, du Léviathan ou que sais-je, ou même juste un Metabrutus 2.0 qui a une bonne gueule, tu vois. Parce que au départ, j'étais en mode, c'est vachement plus logique qu'ils aient des modèles Horus Heresy, mais ça demande quand même beaucoup de taf et je sais pas si sur un véhicule mettre 2-3 pics ça suffit à faire la blague, quoi. Après, comme je dis, je commence à avoir quand même pas mal de petits bidouillages. Donc si vraiment il tarde à faire tu vois, j'attends la prochaine édition. Si je vois qu'il y a ni Motard du Chaos, ni Dreadnought, je les ferai peut-être moi-même parce que j'en ai marre de les attendre, tu vois. Mais ça fait partie des unités que j'aimerais bien rajouter, quoi. Ok. Après, bah du coup, les autres armées, il n'y a pas de Dreadnought dedans pour moi. Donc c'est vraiment KO. Et j'espère qu'ils le sortiront un jour. Voire même qu'ils sortiraient plusieurs variantes parce que je pense qu'on pourrait inventer des trucs type, bah je sais pas, Dread possédé ou des trucs un peu plus dread de siège en mode un peu Iron Warrior ou que sais-je, quoi. Il y a des trucs à faire en tout cas. Mais tu aimes aussi les dreads impériaux, n'est-ce pas? J'aime beaucoup les dreads impériaux malgré tout. Je pense que c'est à cause de Dawn of War. Parce que bah, il y a quand même ce dessin que j'avais fait. Je crois que Dawn of War n'était pas sorti, mais j'ai acheté Dawn of War quand il est sorti en pensant que je le ferais tourner sur le PC familial. C'était pas le cas et j'allais de PC en PC jusqu'à l'ordinateur portable de mon père pour voir si j'arrivais juste à lancer la cinématique d'intro parce qu'on m'avait dit que c'était fou, mais à l'époque il n'y a pas YouTube pour aller la regarder, quoi. Et donc du coup bah, j'avais fini par l'installer chez des potes et genre la cinématique démarre et je me souviens qu'avec mes frères, notamment Rémi, on pète un énorme câble en voyant le dread apparaître, tu vois. On fait en mode, waouh, c'est Quand quoi il cette défonce l'orque, là. dinguerie, etc. Ouais, vraiment, tu sais, quand l'orque saute au-dessus, si vous n'avez jamais vu cette cinématique, alors elle a Elle est été glorieuse. légèrement remasterisée, mais du coup, ils ont rajouté des répliques et ça a fait une espèce de mini shitstorm. Et je crois qu'ils ont rollback, genre ils vont juste remettre l'ancienne cinématique. Mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit, putain, vraiment les priorités des gamers, quoi. Mais c'est vrai que l'original est tellement folle. Genre le dread tranche avec le canon d'assaut des orques qui se jettent dans une tranchée et là il sort de la fumée et tu fais waouh, et il commence à tirer et du coup à l'époque tu te dis putain, le canon d'assaut c'est une dinguerie. Aujourd'hui tu connais le profil du canon d'assaut, non mais ça en vrai ça me chagrine de ouf, quoi. Je me dis en fait on est arrivé à un tel scale creep, power creep, désolé pour les thèmes barbares, mais en fait c'est le côté un peu toujours plus, on va le dire en français, qui est un peu fatigant, tu vois. Bah, des fois comme Saturnine, quoi, c'est un peu le même syndrome. ouais, mais à la rigueur c'est HH tu vois, dans une autre timeline et tout. Oui. Mais moi j'aime bien le côté bah tu vois, par exemple pour le coup j'adore le Redemptor, j'adore, j'aime plutôt bien, mais genre le plasma je trouve il fait too much, Ouais, alors moi, que la Gatling ça lui donne ramène un quand style même incroyable. même si c'est pas le canon d'assaut qui avait une certaine simplicité, et tu vois c'est pareil, il les lance beaucoup plus parce qu'il est beaucoup plus gros. Moi j'aimais bien ce côté un peu blocky du Castra Ferrum qui arrive et en vrai tu te dis mais comment ça bouge,
et les mecs avec la cinématique puis les animateurs de Dawn of War qui, s'ils travaillent encore dans le jeu vidéo, bah je sais pas, faites-leur un énorme chèque parce qu'ils ont inventé des moves incroyables. Genre il tourne sur lui-même, Oui, parce que du coup bah ouais, quelqu'un s'est dit bah c'est pas un homme, donc en fait il peut tourner sur lui-même. bien sûr. Il encasse des mecs au point, même dans la cinématique. Il met le point là Ouais, au-dessus de son levé, sarcophage et et il explose le gars. le mec dedans. Il tourne sur lui-même, comme on l'a dit. Et en fait, au final, Space Marine 2, qui a fait la même chose un peu avec le Redemptor, ne fait que marcher dans les pas de Dawn of War. Et même Dawn of War 2, parce qu'il y a aussi un Dredd dans la cinématique C'est d'intro qui intercepte des Banshees et qui fait des dingueries et qui les crame à bout portant avec ses poings. Et du coup j'ai toujours aimé ça. Et les répliques, je trouve, sont incroyables, tu vois, genre je suis prêt à servir une fois encore, je suis réveillé, et tous les trucs qu'il disait, franchement je trouvais que c'était incroyable. La voix était incroyable, globalement toutes les voix de Dawn of War 1 et 2 sont juste super bien travaillées, et pour moi ça fait vraiment partie des meilleurs sons, si on peut dire, un peu de Warhammer 40 000 que les Dread. Donc c'est ça qui m'a toujours fait un peu rêver. Et je t'avoue que si je mettais la main sur un Dread un peu vraiment Castraferum V3 plastique, canon d'assaut, enfin ultra vanille, je serais presque chaud à le peindre, tu vois, juste pour me dire putain, c'est quand même ce truc emblématique, un peu en mode limite objet de collection, tu vois, genre je le trouve vraiment, vraiment plaisant. Et je pense que si je devais faire une armée Space Marine, et j'en ferai une un jour, je pense que j'essaierais de recréer un peu ce look presque un peu bloqué, parce que le Redemptor, ce qui est génial, c'est qu'ils ont rajouté des genoux, pour ainsi dire, au Dread. Moi, j'aime bien vraiment le Dread sans genoux, quoi. Tu vois, qui n'a aucun sens, mais ils ont réussi à le faire marcher dans Dawn of War. Et moi, ça m'avait complètement halluciné. Et enfin, voilà, remater cette cinématique, rejouer au jeu. Il ressort bientôt. Ils ont eu la flemme. Franchement, c'est à peine un remake, enfin, à peine un remaster, mais ouais, ça fait plaisir quand même de se rappeler tous ces souvenirs-là. Et il y en a d'autres qui nous arrivent, puisque on passe maintenant au courrier des lecteurs. Alors justement, on parlait un peu du paradoxe qu'il y a entre les Dread Primaris et les Dread classiques, pardon, et il y a Yann Audelon qui a mis le doigt là-dessus et qui a dit franchement, en vrai, pourquoi le Dread Primaris est si gros ? Pourquoi il est si gros, Raph, en vrai ? Parce qu'il est trop cool. C'est une bonne réponse. Parce que c'est, comme tu le disais, c'est la volonté de Game Workshop de rendre les choses plus gros. Les Primaris par rapport à un Firstborn, l'échelle est ridicule. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que le Primaris, tu pouvais faire gros, mais pas. Enfin, en fait, il est énorme, le Redemptor. Les gens, j'ai l'impression, se rendent pas compte que le Redemptor, il est immense. Genre, il fait. Je sais pas, j'ai l'impression 2 fois la taille de n'importe quel autre marcheur. Il est 2 fois plus large. Les armes sont immenses. Et à côté d'un Primaris, pour le coup, c'est vrai que du coup, il fait presque petit, le Primaris à côté. Je pense que c'était l'idée. J'allais dire, en fait, l'échelle vis-à-vis du Primaris est réussie. C'est-à-dire qu'elle est. Mais moi j'aimais bien ce côté, les Dread, on nous dit le Castraferum il fait 4 mètres, un Space Marine on sait que ça fait quoi, pas loin de 3 mètres, et j'étais en mode ok, c'est 1 mètre de plus. Là t'as l'impression que le truc fait 4 fois la taille d'un putain de. Ouais, mais en fait quand tu vois par exemple les nouveaux Terminator plastiques qui sont sortis pour les Viatans, en fait ils sont aussi vachement plus mastoc, et quand tu les mets à côté du Redemptor, l'échelle, les proportions sont bonnes, tu vois. En fait c'est ça, c'est juste une histoire de proportion. C'est aussi qu'on était tellement habitué à l'Aeroscale, donc la proportion des figurines Citadel à l'ancienne entre guillemets, que maintenant la proportion réaliste, elle nous paraît bizarre. Ouais, pourquoi faut-il que ça soit réaliste, c'est un peu ma question. Mais ça... Particulièrement quand t'as un pilote qui est mort à l'intérieur. Pour moi, j'aime beaucoup l'abstraction et le côté, il n'y a pas forcément besoin de 50 détails, de 50 armes, etc. Par exemple, il y a des mecs qui mettent pas tous ces trucs de tétons, machin et tout. Et il fonctionne très bien en fait. Après des fois c'est pour remplir les grappes. C'est ça, et puis il y a aussi, il faut pas oublier, tu vois, pourquoi est-ce que des mecs se sont amusés à faire du true scale à l'époque où les Primaris n'existaient pas, tu vois, il y a aussi ce truc là de des gens ont toujours cherché à... De tout temps, les hommes ont cherché à rendre les filles plus imposantes, plus grosses, plus machin. Et là, Game Workshop a, entre guillemets, juste pris les devants en disant « Ah ouais, vous voulez des trucs des gros trucs, on va vous mettre un gros Dread qui frappe. » Et en plus, ils ont été mal... Après, pour les Primaris, il faut aussi se dire que, dans le fluff, le Dread Redemptor Primaris, c'est beaucoup plus un événement que le Dread classique. Et d'ailleurs dans Space Marine 2, quand il y a le Dread qui débarque, même si tu le vois sur la barge de bataille un peu au début et tout, c'est quand même iconisé à mort, tu vois, en mode, il y a même dans le dernier carré à la fin, quand tu vois littéralement tout le chapitre des Ultramarines là qui va à la guerre, il y a 2 Dreads je crois, dans le plan large, alors qu'il y a 3 répulsors, après les Dreads sont toujours rares, c'est cool qu'ils aient gardé cet aspect là quoi. Ouais, mais du coup c'est le fait qu'il l'ait rendu si imposant, je pense que c'était aussi dans ce truc de ouais, c'est vrai. On en verra, tu vois, genre avant très honnêtement c'était pas rare de voir
2 dreads dans une liste. Là, aujourd'hui, un dread Primaris, ça coûte 230 points. Alors, à 2000 points, tu peux en mettre plus. Mais c'est rare de voir plus qu'un dread dans les listes. Ouais. Tu vois Ou alors, c'est une liste thématique dread. C'est une liste thématique dreadnought. Mais je veux dire, dans une liste vanilla, classique, ultramarine, c'est vrai que c'est t'en moins... as un parce que il fait le taf. Tu mets peut-être le doigt sur un truc dans le sens où c'est moins une machine de guerre que l'unique machine de guerre que peut-être que tu vas avoir. Enfin, avant, c'était un côté un marcheur comme la garde à la sentinelle. C'est ça. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. Et limite, du coup, ils ont déporté ce rôle-là sur l'Invictor. Oui, ou des trucs qui vont peut-être sortir plus tard, mais tu vois, je pense... C'est nouveau Centurion. Non, mais je pense au quad qui va avec les motos, tu vois, des trucs comme ça, qui sont... Ou les tourelles Firestrike, là, que les gens n'aiment pas, mais que moi j'aime bien, qui sont des petits trucs un peu, tu vois, sur des socles un peu plus gros que la normale, et qui, les tourelles, typiquement, c'est pas rare dans des listes un peu White Dwarf d'en voir 2 ou 3, parce que ça a un côté très, tu vois, t'as le petit escadron de 3 tourelles, machin. Le dread, t'as un dread, et il est énervé, quoi. Ouais. Quelle que soit la variante que t'aies pris d'ailleurs. Je crois que t'es un peu en train de me convaincre, alors je vais passer à d'autres gens qui nous ont parlé de leur peinture de Dreadnought. Il y a l'ami Drid qu'on salue, qui en a peint une demi-douzaine, il nous le dit, donc je crois que ça fait 6, et c'est quand même plutôt pas mal pour une carrière de hobbyiste. Dont un qui a été paru dans White Dwarf en plus. Tout à fait, le Dread Space Wolf incroyable, qu'il nous a converti un peu point vers l'avant en train de courir, parce que effectivement le mec était pressé. Il y a aussi Acturius qui en a peint pas mal et qui souligne leur côté emblématique, mais aussi un élément que je voulais citer et qu'on n'a peut-être pas forcément souligné tel quel, c'est l'horreur qu'ils représentent, à la fois pour leurs pilotes, on en a un petit peu parlé, et aussi pour l'ennemi qui tombe dessus. Et c'est vrai que ce côté incarnation de l'horreur, c'est vraiment typiquement Warhammer 40 000 selon moi, et ça fait vraiment partie des grandes qualités, à mon sens, de cette figurine, sur beaucoup d'autres qui, peut-être à force des éditions et des rééditions et des changements esthétiques, ont parfois perdu un petit peu de leur saveur. Malgré ce que je peux dire et mes réserves sur le Redemptor, j'ai l'impression que le Dread est resté ce truc typiquement 40 000. C'est une machine héroïque, d'une puissance incroyable, mais c'est aussi un truc qui vide son pilote de sa vie. C'est un truc qui va, version KO, vider des cartouches dans tous les sens. Et même du côté loyaliste, il y a un petit côté, en fait, on les contrôle pas vraiment, ils obéissent pas vraiment à la chaîne de commandement. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu à part, quoi. Et ça, je trouve ça très cool. Space Marine 2, oui, il y a un petit côté, merde, il faut tout droit. Ou quand ils lui disent, il faut qu'on récupère, je sais plus quelle donnée, machin, il fait, moi, je sais plus ce qu'il dit, mais moi, je vais ouvrir la voie, et puis on se parle plus tard, tu vois. C'est clair. Et même sur la barge de commandement, quand il est lustré par le mécanicum et tout, machin, qui le répare, tu vois que les mecs, ils osent pas trop, les hommes du rang, ils osent pas trop l'approcher parce qu'il a un statut un peu, à part et tout. C'est vrai que ça crée des personnages de ouf, je trouve. Ouais, ça a toujours un statut très iconique, le Dread. Ouais. Même en lui-même, je veux dire, outre la figurine et l'aura et le fluff qui lui est rattaché, c'est vrai que c'est iconique un Dread, tu vois. C'est clair, c'est clair. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que ce concept de Dread vénérable, il est un peu... tu sais, c'est l'époque où on payait nos sergents pour qu'ils soient sergents vétérans. Oui. Mais du coup, le côté Dread vénérable, c'est un peu, comment dirais-je, non-sensique, quoi. Enfin, c'est en mode, un Dread est forcément vénérable. Je sais plus comment on dit, c'est quoi la figure de style, le nom m'échappe. Mais du coup, c'est un peu tautologique, tu vois. J'étais en mode, genre, c'est dommage. Et du coup, je me demande s'ils feront un Redemptor vénérable. Est-ce que c'est même seulement logique d'après le fluff qui bousille le pilote, tu vois. Ou alors, ce serait un nouveau modèle de Dread, tu vois, qui rendrait le pilote plus stable d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimais bien à la fois le kit plastique, il y avait des bonnes idées avec effectivement le blindage gravé, ça c'est un détail qui était quand même un peu cool, et même la première version du Vénérable c'était du Medusa 5 si je dis pas de bêtises, il était full métal, mais on aurait dit une putain de cathédrale et tout. Avec les petites bannières sur les tuyaux d'échappement. Et puis vraiment le côté vraiment l'Aquila qu'il porte comme ça un peu sur ses épaules. Avec un casque de sergent vétéran. Elle était super cool. Alors après peut-être que Dread Vénérable c'est peut-être ça aussi, je sais plus trop dans le lore, c'est peut-être juste en gros ça veut dire que c'était un capitaine ou un space marine, un sergent. Voilà, c'est pas n'importe quel gars. Mais bon, intéressant quand même, effectivement, et bien joué à Acturius de rappeler l'horreur derrière les Dreadnought. Ensuite, on a Astropath Veraxé qui les trouve plus cool en artwork que en fig, où il les trouve ennuyeux. Quelle est cette hot take, Raphaël, selon toi? Ennuyeux pourquoi, en fait? Alors, tu penses? Je pense ennuyeux parce que, on l'a dit, c'est un rôle... on va dire, qui peut être rempli sur le champ de bataille par plusieurs autres trucs. Enfin, je veux dire,
il a du tir, oui bah j'ai des tanks qui font du tir. Ouais. Il fait du cac, j'ai des unités qui font du cac. Il est résistant, bon bah j'ai des Terminators qui encaissent aussi bien, tu vois. Ouais, il a un petit peu, comment dirais-je, un pied dans chacun de ces éléments-là. C'est quoi. ça. Et du coup, je pense ennuyeux, il y a aussi le truc de... c'est un peu toujours la même chose, tu vois, quelle que soit sa variante. Là, je me mets à la place de la personne. Hein, Oui, c'était l'idée voilà. derrière ma question. Mais en fait, tu vois, t'as aussi ce truc de c'est très répétitif, quel que soit le schéma, la nouvelle variante, ça reste un marcheur avec une grosse armure blindée, avec une arme de corps à corps dans un bras, une arme de tir dans l'autre bras, etc., etc. Tu vois, c'est... Je me demande si c'est pas, entre guillemets, aussi un retour de bâton. Sur le côté, il y a plein de variantes. Et du coup, au final, ça finit par être un peu un non-événement. Oui, c'est ça. Dire, ok, yet another dread, tu vois. Bah, en mode, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on peut l'expliquer comme ça. En tout cas, Astropathe, j'espère qu'on n'aura pas mis dans ta bouche des mots que tu n'aurais prononcés. N'hésite pas à préciser ta pensée parce que je pense pouvoir comprendre ce que tu dis sur ce côté effectivement un petit peu ennuyeux, alors qu'effectivement en artwork c'est toujours incroyable. Enfin tu vois, c'est le truc qui justement en termes de proportion va se distinguer de l'infanterie de ligne, va tout de suite être le truc à défendre, le truc qui en impose. Il y a des illustrations qui sont super. D'ailleurs moi j'adore celle du Dreadnought du chaos à l'époque où il avait en guise d'arme, tu sais, c'était dans juste des espèces de lamelles. Ouais, tu sais, qui où il est, ça, il est distordu, il a son canon et une espèce de griffe chelou là. là. Vraiment cette griffe un peu hypertrophiée ou atrophiée, enfin c'est vraiment des lames de métal. Je trouve assez extraordinaire ce look. Il y aurait moyen peut-être de le pimper pour une version 2.0, qui sait. Et enfin on a Hector qui est du coup à l'origine, pas à l'origine parce que j'avais dit qu'on ferait un épisode sur les Dreadnought il y a longtemps, mais c'est lui qui m'a reboosté le temps d'une partie endiablée de Space Marine 2 et qui est un peu notre fan absolu suprême des Dread, d'où le choix pour lui des Iron Warriors, des Iron Hands, je vais me faire taper dessus, en armée Space Marine, parce que effectivement c'est un archétype qui a plus ou moins été associé, c'est assez logique dans leur fluff, la chair est faible, etc., mais c'est vrai que de plus en plus le Iron Hand c'est devenu synonyme de liste Dreadnought, surtout à une époque depuis maintenant au moins 2 ou 3 éditions où on peut jouer plusieurs modèles de Dreadnought, parce que comme tu le disais c'était peut-être un peu plus rare de voir plusieurs Dreadnought dans une seule liste, et souvent c'était peut-être même juste le même, mais là on remarque on avait la version siège, on avait donc c'est Ironclad, c'est ça, ouais. Et il y avait des trucs à faire. Après, mais, pour moi, fluffiquement, ça se justifie spécifiquement pour les Iron Hands d'avoir plusieurs dreads, parce qu'il y a ce côté, effectivement, la chair est faible, c'est même, je pense, un kiff ultime pour le Iron Hands que de devenir un Dreadnought. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif, quoi. C'est ça. Donc le fait qu'ils aient 3 Dreadnoughts dans une liste, ça me paraît pas déconnant spécifiquement pour les Iron Hands et successeurs Iron Hands, tu vois. Ok. Bon, si un jour je fais un chapitre successeur Iron Hands, faudra que je vois un petit peu comment me fournir André. Effectivement. Voilà pour le courrier des lecteurs. N'oubliez pas, rejoignez-nous sur Discord pour pouvoir y participer. Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé des petits messages et qui ont partagé l'amour du Dreadnought. On va terminer ce podcast avec une dernière catégorie, la plus attendue, un petit peu dans la lignée de notre épisode sur Age of Sigmar. On va faire un truc qui va susciter énormément de polémiques ou pas. On va faire une tier list des Dreadnought. C'est tout de suite. Alors pour faire cette liste, on va s'appuyer sur une liste qui est déjà créée sur le site de Tier List Maker, et on va quand même garder 3 éléments en tête, si tu veux bien Raphaël. Tout d'abord l'ancienneté de la figue / le besoin d'une refonte, ça va jouer, on peut peut-être pas mettre direct en S ou en A un truc qui est vraiment trop vieux. On va parler du style général bien sûr. Du lore, de sa qualité. C'est pour ça qu'on a fait tout cet épisode. Finalement, tout cet épisode converge vers ce classement. Il va falloir qu'on soit d'accord. Il va falloir qu'on se mette d'accord ensemble. Cette fois, on n'est pas l'un contre l'autre à grands coups de sauce pimentée. Il va falloir qu'on collabore. Alors, on mentionnera peut-être des variantes moins connues, auquel cas on vous les présentera brièvement, mais sachez qu'on va pas faire le tour de tous les modèles de Dreadnought existants, parce que j'en ai recensé plus de 50, je me suis arrêté à 50 en fait, parce qu'il y en a pour Horus Heresy, pour Warhammer 40 000, pour les Custodes, pour les Chevaliers Gris, pour les Space Marines, pour les Space Marines du chaos, et dans chacune de ces gammes, vous avez parfois des variantes d'équipement, des variantes de légion, etc. Donc c'est une des machines de guerre, peut-être même la machine de guerre la plus représentée, surtout si on compte aussi les orques,
les Eldar, etc. Tous ceux qui ont pu avoir un, entre guillemets, Dreadnought à un moment ou à un autre. Et puisqu'on n'a pas parlé du Dev Dread Orc par exemple, parce que c'est pas un Dreadnought, mais quand même, ça se comporte un peu quand même comme un Dreadnought. Exactement. Mais ça sera pour un épisode sur les orques que JB nous doit toujours s'il écoute ce podcast. Voilà, je le guilt trip pour qu'il vienne. Alors passons à cette liste et on va commencer avec, à tout seigneur tout honneur comme disait l'autre, eh bien le Dreadnought Redemptor. Où c'est qu'on met le Dreadnought Redemptor? Alors notre liste va de F au plus bas à A pour le mieux et S exceptionnel. Pour les god tier. Ouais. Et ben moi je veux le mettre en S, mais toi tu seras pas d'accord. Donc on A minimum. Moi je pense que c'est un A, on verra un petit peu en fonction de comment la liste évolue, mais je pense que c'est au moins un A parce qu'il a quand même de la gueule, là je le vois même en petite photo, il me fait de l'effet. Ensuite on a le... Alors on va quand même parler de cette spécificité là parce que sinon Charles Drid va nous taper dessus. Mais c'est les Dreadnought Space Wolf. Les Space Wolf ont 3 Dreadnoughts spécifiques. Ils ont le Dreadnought Space Wolf qui a des équipements un peu à part. Ils ont le Dreadnought Wolfen qui est juste devant toi. Et ils ont aussi Bjorn the Fell-Handed qui est du coup dans l'or le Space Marine le plus vieux de l'histoire. Encore vivant entre guillemets. Avec Dante, je pense que c'est les deux qui se tirent la bourre. C'est ça. Je pense que Bjorn va remonter à beaucoup plus loin, oui, mais il est en dread, alors comment on compte? C'est un petit peu ça la question. Ce qui est rigolo en fait, c'est qu'on s'attendait à ce que ces figues-là disparaissent avec le nouveau codex. Elles sont restées. Elles sont toujours là. Donc il y a potentiellement une idée de refonte peut-être derrière ou de kit d'amélioration qui pourrait être sympa. Ouais. Alors après spécifiquement le concept du Dread Wolfen, je trouve que c'est là où ils ont été un peu trop loin et j'ai bien envie de le mettre bas quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi c'est un E. Un E, allez, ok. Pas on va pas le mettre tout bas, mais on va mettre un E. Parce qu'il y a quand même des griffes un peu stylées, mais déjà le concept des Wolfen, donc des espèces de Space Wolf qui virent full loup-garou. Bon, en plus enfermé dans un Dreadnought, il y a vraiment ce côté, c'est cool des fois de mettre un archétype du chapitre dans un Dread et d'en faire une nouvelle unité, mais des fois il faut savoir s'arrêter. Ouais, non. Donc moyen. Ensuite, j'ai envie de te parler du Dread Léviathan de l'hérésie d'Horus. Moi je l'aime bien, mais je suis pas un bandeur de ça non plus, donc moi je le mettrais genre en C. Au milieu. En C, ouais, t'es dur, hein, je trouve. Toi tu l'aurais mis en B? Peut-être en B, ouais, franchement je trouve qu'il avait vraiment une putain de gueule. Bah B, ouais, B, vas-y, parce qu'il est un peu mieux que la moyenne. Allez. C c'est la moyenne, donc il est un peu au-dessus de la moyenne. Qu'en est-il du Contemptor? Contemptor, ouais, je mettrais en B aussi pareil, parce que c'est pas suffisant pour un A. Tu penses que c'est pas suffisant? Ça dépend des variantes. Ouais, je sais pas. Comptons toutes les variantes. Ouais, si on compte les variantes. Si on compte les variantes. Il a quand même de l'adaptabilité, il a une bonne gueule, il est humanoïde, il est assez dynamique. Ouais, je le trouve juste un peu statique la plupart du temps au niveau vrai, de ses jambes. Mais non, mais A, il mérite un A. Il est mieux que le Léviathan. Il est mieux que le Léviathan, mais ça voudrait dire qu'il est aussi bien que le Redemptor Primaris. Je suis assez d'accord. T'es pas d'accord avec ça? Non. Mais on pourra peut-être le repasser en S. C'est ça. Qui sait. Ensuite, on va parler du Dreadnought Vénérable que tu as peint, le fameux Dreadnought Vénérable plastique, qui existe encore, qui est toujours disponible sur le site de Games Workshop. J'ai checké avant le podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah lui, je lui mets A, parce que le kit il est trop bien, et en vrai, il a encore un baigneur de silhouette, et il a son socle scénique. Il est petit quand même. Il est petit, mais il a son socle scénique. Est-ce qu'il mériterait pas d'être en B à cause de... Ah. On a le droit de se fâcher. Hein, on a le droit de se fâcher. Ah, peut-être un B, allez. Peut-être un B parce qu'il est petit. Parce qu'il est petit. Ouais, il a besoin d'une refonte. Mais on aimerait bien une variante. Ou même, tu vois, mettons juste, tu changes pas le look, tu le fais juste plus gros et tu le laisses réservé aux chevaliers gris. Ouais, ou alors tu gardes le Redemptor et c'est juste des plaques de blindage différentes par rapport aux plaques de blindage classiques, tu vois. Ça pourrait se faire. Qu'en est-il du Dread Furioso, puisqu'on est dans les variantes de Castraferum? Et moi je variante du Dread Blood Angel, le OG avec double 2 points et des fuseurs sous les mains. Moi des lance-flammes, je crois. Ouais. Mais je le trouve un peu moins bien que le Dread Vénérable, moi. Ah ouais? Ouais. Ça partirait en C? Ça partirait en C pour moi. Ah putain, j'ai bien envie de le mettre en B, moi. Parce qu'en fait, je préfère sa variante Compagnie de la Mort. Alors elle sera peut-être après, donc ça peut se négocier. On va le mettre en C pour l'instant. Le Castraferum Hellfire, donc canon laser, lance-missile, le Dread, quasiment le Dread Alpha par excellence. Pour moi, c'est S ou A. C'est un A pour moi. Ok. Parce que c'est la taille qui joue. Mais en vrai, en dehors de la taille,
C'est bang. Ouais, l'esthétique est folle, quoi. L'esthétique est épique 40K pour moi. Qu'en est-il du dread de... C'est quoi celui-là? C'est le dread de siège, si je dis pas de bêtises. C'est le... Ah oui, celui qui a du coup un espèce de... soit une foreuse, soit une espèce de marteau. Et les Bolter Storm sur le exact, côté. Ouais. Tout à fait. Et des lanceurs de missiles sur le les épaules. dessus. C'était déjà la course à l'armement. C'était un peu la course à l'armement, mais il est assez rigolo parce qu'il est plus utilitaire, il a moins de décoration, c'est plus... et j'aime bien... En fait, Bolter Ouragan, déjà de base, Ouais, c'est classe. c'est juste incroyable. Pour moi, c'est B. B. Ouais. Ok. Parce que en fait le gros point il est pas ouf, marteau bizarre là. Est-ce que c'est même pas C en fait? Est-ce qu'il est aussi bien que le Vénérable? Non, il est pas aussi bien. Alors que le c'est Vénérable. un C. Alors c'est un C. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite à se mettre dessus? Eh ben on a le Télémon des Custodes. Et ben le Télémon pour moi il est du niveau du Vénérable, je le mettrais en B. Ouais, il est sexy. Hein. Il est classe. Il est vraiment grand, mais il est sexy, là, donc ça part en B, effectivement. Je trouve que c'est pas mal. Qu'en est-il du L brut qu'on a peint tous les deux? En C. En C? Ouais. Par rapport à la refonte? Par rapport à l'échelle, par rapport à même la proportion du kit. Ouais, C. Moyen. Ah, allez, C. Ok. Je suis d'accord. Le Dread Compagnie de la Mort. Ah là. On peut, il y est pas, mais on peut considérer que ça soit celui de base ou le Redemptor. Le B, en B. En B. Ouais, c'est beaucoup trop stylé. Hein. Il vient de cogner la gueule. Et en plus, c'est assez marrant parce que là, c'est encore plus loin dans le côté un peu maximaliste des Dreadnought, quoi, parce que les Blood Angels qui sont marqués en compagnie de la mort sont complètement ravagés par la. En fait, ils sont déjà voués à mourir. Donc, en fait, le foot dans un Dreadnought, du coup, voilà, c'est logique. En fait. Ça part tout droit et on récupère après le châssis en espérant qu'il ait survécu, ce qui est quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite à se mettre sous la dent? On a le fameux Dreadnought Space Wolf. Et du coup, le Vénérable, mais version Space Wolf avec sa hache et son bouclier. Pour moi, c'est D. C'est un peu mieux que le Dread Wolfen. Mais ça Allez. reste un Space Wolf un Dread avec une hache, je trouve ça bizarre. Racisme anti-Space Wolf, mais je valide. Ouais, en fait, la hache est sympa, mais le fait qu'il ait un bouclier, c'est un peu ridicule sur un Dreadnought. C'est un peu claqué. Enfin, je sais pas, je trouve le côté bouclier sur un Dreadnought, ça marche pas de ouf. On a un autre Dread Custodes, mais j'ai oublié son nom, c'est celui qui a la lance, c'est peut-être bien le Galatus. C'est le Galatus ou le Achilles. Ouais, peu importe, mais celui avec la lance. Moi j'aime bien, mais j'aime moins que le Télémon. Donc ce serait B, je pense. C ou B? C ou D, pardon? Ce serait C. Allez, C, ça me va. Je suis pas méga fan, mais je vais pas trop me battre là-dessus parce que arrive le Deredeo. Deredeo, moi j'aime pas. T'aimes pas? En fait, je trouve ça trop bourrin, donc ça me parle pas du tout. Il est champ max, je trouve. Il est débile, mais dans le genre plateforme de tir, je trouve que c'est un des meilleurs, quoi. Ouais, mais... C'est quoi alors? C'est un B? C'est un C? C'est un C pour moi. Si tu veux le mettre en B. Après, le Contemptor est en A, donc c'est une variante du Contemptor. Je vais te le laisser en C pour l'instant. On verra ce qu'en disent les gens. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Dread Chaplain Forge World. Ça, c'est un banger. Pour moi, c'est un B minimum. Il est trop bien. Il a une bonne tête et franchement, juste l'idée. Alors, je sais pas ce qu'il fait, le Dread Chaplain, comment il se démerde pour. Si, il récite des prières, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Donc, pas mal. Franchement, il est cool. Modèle Castra Ferrum, vraiment avec le home de Chaplain. Et les ailes. Des détails un peu mortuaires qui marchent vraiment bien, quoi. Je trouve très très cool. Et ensuite, on a. Du coup, le Galatus ou pas, l'autre. Le Achilles. Avec l'épée et le bouclier. Et là, pour moi, le bouclier, je dois rester cohérent. C'est moins bien. C'est moins bien, ouais, je suis d'accord. Donc, c'est un D, quoi. C'est un D, ouais. C'est un D. Le Custodes, c'est A, c'est B, C, D. Ouais, mais on va de moins en moins bien à mesure qu'on avance. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Dread Archiviste Blood Angel. J'aime pas du tout le bras avec la lance. Je trouvais ça cheap à fond, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Et le fait que le sarcophage soit pas en bleu, elle reste en rouge, comme il le faisait à l'époque. Moi, je trouve que le concept est fou, mais je trouve la fille dégueulasse. Ouais, c'est un peu ça. Ça aurait pu être zinzin, ouais. Genre un Dread avec un bâton, ou je sais pas. Ou même, juste, en fait, il a, je sais pas, tu vois, aujourd'hui, je le ferais en mode, c'est juste un Dread, mais il est marqué de runes et de trucs. Et il a pas d'arme de tir, je le ferais avec genre 2 points. C'est genre 2 points de Dreadnought, quoi. Il y avait pas besoin d'en faire des caisses, en fait. Ouais. Ou alors, genre, je sais pas, une arme spécifique Blood Angel, tu vois, ce qui était un truc un peu... Un truc furieux, ou un gros pistolet, lance-flamme. ou un gros fuseur, tu vois. Aujourd'hui, tu en fais un Redemptor équipé d'un méga lance-flamme de gros port ou un multifuseur et un point, et franchement, je pense que ça peut suffire, quoi. Ouais. Non, pour moi, c'est un D. C'est un D par rapport à l'exécution.
le concept est stylé, on va pas le mettre Oui, en c'est haut. vrai, donc un D. C'est pas, ça vaut mieux qu'un Dread Wolfen, C'est vrai, quand c'est même. vrai. Quand même. Tout Quand vaut même. mieux qu'un Dread Wolfen. Effectivement. Faut quand même qu'on parle du Dread du chaos, mais l'original en métal, métal, bien avec la chum, griffe. avec sa fameuse griffe là. Lui, il va où là? Pour moi, il est en C. On sait? Ouais. Allez. Parce que bon, quand même, il accuse Il le est, coup des années. et les proportions est est un peu Il a ces bizarroïdes. espèces de doigts de pied chelous, Ouais. effectivement. Bjorn des Space Wolf. Donc le Space Marine, le plus vieux de l'histoire. Ouais, mais la fille, elle est claquée. Pour moi, c'est un D. Ah ouais, D. Ah ouais. Ah, Après, Je lui mettrais C quand même pour le concept du plus vieux Space Marine. Quand même. ouais, peut-être. Allez, et parce qu'il est moins moche que le Wolfen. Parce qu'il est plus classique aussi, hein, Ouais, c'est un c'est ça, castraferum c'est ça. avec une meilleure griffe. Qu'en est-il du Brutalis? Là, on passe on Redemptor. revient chez les Ouais. Primaris. Ben, j'aime moins le Brutalis pour le coup que le Redemptor classique. Donc, si le Redemptor est en A, pour moi, il est en B. Ok, ça me va. Ça me paraît être un raisonnement qui se tient. Qu'en est-il du coup du Ballistus, sa version de tir? Ah, j'aime beaucoup le Ballistus. Moi, je trouve qu'il est bizarre parce qu'il il paraît être vachement haut par rapport aux autres. Ouais, mais parce qu'il a un genou légèrement plié Ouais, en fait. il est un peu en mode TRTT. Mais là, par ça me contre, perturbe. j'aime beaucoup pour l'avoir vue en vrai, la fille, elle est quand même Elle est cool. très stylée. Et en fait, au début, j'aimais pas trop le côté plateforme de tir. Et en fait, je trouve ça, avec le châssis Redemptor, ça a de la gueule quand même, quoi. Ouais, j'aurais bien vu autre chose qu'un canon laser, ou alors je l'aurais fait différemment, peut-être avec les canons laser, l'un à côté de l'autre plutôt que l'un Ouais. en dessous de l'autre, je sais pas. Il manque un peu d'ampleur, je trouve, Pour par moi, rapport il est aux au autres. niveau du Brutalis, c'est-à-dire en B. B, ok, vas-y, ça me va, je trouve que c'est plutôt honnête ce que tu me dis là. Qu'est-ce qu'on aurait oublié encore? On va pas faire toutes les variantes des légions, donc ça serait un peu trop long. J'ai l'impression qu'on a fait Il pas manque le mal de tours. Saturnine. Il manque le Saturnine parce qu'effectivement sur les tier lists qu'on utilise, il est pas encore là. D'ailleurs, du coup, vous pouvez pas vraiment faire la tier list chez vous. Par contre, moi je pense que j'aurai la flemme, mais si vous nous écoutez et vous avez envie de créer la tier list avec tous ceux qu'on a utilisés, voire même ceux qu'on aurait oubliés, ça pourrait être assez cool. On n'a pas mis les tout premiers Dreadnought impériaux qui sont trop moches. Ah, pour moi, c'est C'est un D c'est un D. pour la légende. Ouais, c'est aller pour la légende. Parce que quand même, sans Mais eux, c'est sans affreux, eux, il n'y a quoi. pas le reste. Mais c'est affreux. Et je vois que dans aucune des tier lists, il y a le Castraferum classique, quoi, en fait. Vraiment, canon d'assaut et point. Ce que j'aurais plutôt mis en S. Donc, on va se dire qu'il est en S peut-être dans nos Mais cœurs, en parce tout cas. mais parce que le Castraferum original, il a un multifuseur. Aujourd'hui. Non, même dans la boîte V2, en Blood Angel, il avait un multifuseur peint en jaune. Ouais, en Blood Angel, mais il a existé avec le canon d'assaut. Moi, tous mes potes, ils avaient canon d'assaut. Ouais, et mais point. parce que c'est une version antérieure à la nôtre, Peut-être, le peut-être. Castraferum original. Mais moi, je Nous, on pensais a à connu, celui-là. Pour nous, moi, on a c'est... connu celui avec le canon Ouais, d'assaut. nous, on était là avant Black Reach. On était là avant C'est les ça. putains de multifuseurs, mec. Donc moi, celui-là, pour moi, il est en S. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. Et alors, le Saturnine? Bah, le Saturnine, pour moi, c'est un C. C'est un C. C'est la moyenne. Alors un C, ok. Ouais, tu sais quoi, on va refaire un petit récap pour voir si on s'est pas gouré. Donc en S, le Castraferum originel, Ouais, canon c'est d'assaut, le point, OG. Dawn of War, pas en C'est Blood ça, Raven. pas en Blood Et là, vous Raven. niquez vos mères si vous C'est n'êtes ça. pas d'accord avec moi, C'est incroyable. en toute subtilité. En A, on a le Redemptor Primaris classique. Ouais, On a le Contemptor. ouais, On a le Castraferum version Hellfire, donc lance-missile, canon laser. ouais, En vrai, ça se tient. ça se tient. En B, nous avons les deux variantes de Redemptor, donc tir, Ballistus, CAC, Brutalis. Ouais, Franchement honnête. Ouais, Si honnête. le premier est en A, pourquoi pas en B les autres. Nous avons le Léviathan. ouais. Nous avons le Castraferum, mais version vénérable. Ce qui se tient bien. On a le meilleur dread des Custodes, donc le Télémon, qui est vraiment, vraiment classe maintenant que je le revois. On a le concept de dread Compagnie de la Mort, qui soit sur Redemptor ou pas, il est très classe. On a le dread Chaplain. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de B? Ah, moi, ça me va. Le B, il est solide. C, on a le Dread Furioso, on a le Dreadnought de siège, on a le Metabrutus, on a le C'est deuxième... le Ironclad de siège. Ironclad, effectivement. On a le deuxième Dread Custodes et on a le Deredeo. Ouais. Moi, j'avoue que ça me fait mal de voir le Marine du Chaos aussi bas. Notamment aussi, on a Bjorn et on a le vieux du Dread chaos métal. Donc on a deux Dreads du Chaos en C, ça fait mal quand même. Ah, j'avoue que le Metabrutus, il pourrait passer en B en vrai. Parce Mais on serait un peu des Mais on bad serait un times parce peu qu'on des- sait que c'est le ça. kit il est pas il est terrible. un peu claqué. Peut-être qu'il faudrait même qu'il descende en fait, j'en sais rien. Non, pour moi, il a sa place. et Il reste en juste, C. Il faut qu'on soit honnête avec Ok, nous-mêmes. ok.
Et du coup, il nous resterait D. Il y a un Gus en E. Donc les Dreadnought originaux. Le Dreadnought Vénérable Space Wolf, parce que quand même une hache sur un Dreadnought c'est pas si mal, mais le bouclier lui fait un petit peu de mal à mon avis. Puis je sais pas, il a des proportions cheloues. Même chose sur le côté bouclier avec l'Achilles. Et le Dread Archiviste qui franchement il est bas. Ouais. Mais déjà je crois qu'il n'existe plus, il joue plus. Je crois que tu peux plus l'acheter. Et mais par contre refaites s'il vous plaît un kit de Dread Blood Angel, c'est pas compliqué. Vous faites une version Compagnie de la Mort, une version Archiviste ou une version juste avec un équipement spécifique. De toute façon, en V11, il va falloir refaire des véhicules parce que là, ça manque cruellement. C'est clair. Et les dreads, bon, certes, on a eu un peu les. En fait, on a eu les dreads vanille, quoi. Ouais, c'est ça. Et... Le Jack of all trade, le tir et le cac. Ouais, donc pour l'instant, on n'a pas forcément à se mettre sous la dent des trucs. Et pareil, du coup, en E, on a mis que le dread Wolfen. Mais en vrai, les Space Wolf, ils mériteraient aussi peut-être un nouveau Bjorn. Quitte à ce qu'il soit sur un autre modèle. Ne rédemptorisez pas Bjorn, quoi. Genre le pauvre. Bah non, sinon il va crever. Déjà... Ou alors t'enlèves Bjorn et en fait tu fais juste un nouveau Dread Space Wolf, mais un peu pareil. En gros, moi j'aimais bien cette époque-là, mais c'est très V4, V5. De genre, ouais, les chapitres avaient des dreads spécifiques ouais. un peu parce qu'on avait fait le tour aussi des infanteries spécifiques et qu'on pouvait pas non plus créer 50 personnages par codex, quoi. Du coup, je trouvais que c'était sympa. À l'époque. Aujourd'hui. On peut toujours s'arranger avec le Hero Hammer. Voilà notre liste. Si vous avez envie de jouer, on vous partagera sur le Discord les deux listes qu'on a utilisées et on fera un petit bilan en discutant aussi de toute façon dans la section feedback. Et si quelqu'un est brave et a envie de lister tous les dreads dont on a parlé dans cet épisode, peut-être pas forcément les 50, mais au moins les grandes catégories et puis les petites variantes les plus emblématiques, surtout celles qu'on a en plastique, parce qu'en fait dès que tu vas chez Forge World tu pètes un câble sur le nombre d'options en résine, mais ça c'est un peu le problème. Eh ben n'hésitez pas, ça sera très apprécié. En attendant le prochain épisode, Raph, merci d'être venu parler de ton amour des Dreadnought à bord du Land Rider, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez soutenir Land Rider, s'il vous reste quelques étrennes malgré les vacances, et j'espère que vous prenez soin de vous, que vous avez l'occasion de partir, de nous écouter en voyage, sur la plage, la montagne, peu importe, franchement, ça fait plaisir. Merci d'ailleurs pour tous les messages qui nous disent j'ai pu écouter le podcast dans les bouchons et dans l'avion et dans le train et ça fait plaisir. Et je vous confirme que ça fait plaisir. Et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Vous pouvez aussi attendre la réimpression du coup de notre essai sur Warhammer 40 000 qui est paru chez Ford Edition et qui reparaîtra chez Ford Edition soon TM comme disent les jeunes. Des gros bisous, n'oubliez pas de partager cet épisode partout où vous le pouvez et on vous dit à la rentrée, ou peut-être même un peu avant, pour un prochain épisode. Tout à fait, on verra en fonction du planning. Ouais, et puis s'il y a des sujets qui se dessinent, mais tu vois, regarde, Dreadnought, hop, ça en une semaine c'est fait. Part. Voilà. Merci encore à Hector de nous avoir relancé. Complètement, et merci à tous et passez de bonnes vacances. Ciao. Bonus. Trax. Even in death I still serve.